Juste un instant. Merci. Alors, donc il y a 3 grandes parties. L'idée, donc la SDR ou Software Defined Radio ou radio logiciel, l'idée c'est de vous expliquer un petit peu, vous avez tous entendu parler de ce truc-là, vous avez sans doute, la majorité d'entre vous, déjà acheté des clés SDR USB à 20 € ou un peu plus. L'idée c'est de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et de vous donner des éléments pour que vous soyez capable de... je dirais de choisir s'il faut acheter quelque chose, de comprendre la fiche technique. Quand vous achetez un poste radio, un transceiver standard, on va dire, vous lisez la fiche technique, ça vous parle, vous comprenez ce que vous achetez. Quand vous achetez un logiciel, un système SDR avec un logiciel, il y a plein de choses. Vous avez des trucs à 20 €, des trucs à plusieurs milliers d'euros. Et la bonne question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence de prix et en quoi est-ce que c'est différent. Donc c'est l'objectif de ce matin, c'est de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est un peu didactique. Je vais essayer de pas faire de choses compliquées au sens pas trop théorique. Il y a évidemment des parties qui sont un petit peu ardues, donc je vais essayer de les expliquer de façon calme. Donc n'hésitez pas à m'interrompre. Il y en a dans la salle que je connais, que je repère, qui connaissent le sujet beaucoup plus que d'autres. Donc je vais essayer de trouver d'ajuster le niveau technique de façon à ce que personne ne soit perdu en route. Donc surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me couper la parole. J'ai un défaut, c'est que je parle trop vite. Donc si vous n'arrivez pas à suivre, vous levez la main, vous me dites je suis perdu, et on raccroche les wagons, puisqu'on est c'est la SNCF, c'est l'idée. Voilà, donc comment ça va se présenter? On va faire un petit peu de théorie, je suis désolé, donc on fait ça tôt le matin, c'est bien, vous êtes réveillés, vous avez passé une bonne nuit, vous n'êtes pas encore fatigué, donc on va pouvoir parler de choses un petit peu compliquées. Et ensuite je vais vous parler du matériel, mais je parlerai du matériel à la fin. Et c'est pas trop pour faire un état des lieux de tous les matériels qui existent, c'est plus pour que vous compreniez par rapport à ce que j'aurais présenté au début, en quoi les choses sont interconnectées entre elles. D'accord? Donc retenez l'idée, l'objectif de ce que je vais vous présenter maintenant, c'est de vous aider à identifier ce dont vous avez besoin, ou du moins d'être capable de comprendre, de bien acheter, on va dire. La difficulté avec ça, c'est quand vous avez envie d'acheter une voiture, on n'a pas besoin, le vendeur n'a pas besoin de vous expliquer ce que c'est qu'une voiture. D'accord? Vous savez tous à quoi ça sert. Donc quand vous allez acheter une voiture, dites je veux une voiture. Vous ne savez pas forcément comment ça fonctionne, mais vous savez à quoi ça sert. C'est facile. Quand vous achetez des objets techniques dont vous ne comprenez pas le fonctionnement, vous êtes un peu embêté. Parce que vous avez une vague idée de comment ça fonctionne, mais vous ne savez pas forcément utiliser les bons mots ou les bons éléments, les bons arguments pour pouvoir discuter. Donc là, l'idée, c'est de vous donner ces éléments-là pour que vous soyez en capacité de discuter avec le vendeur de la même façon que quand vous essayez d'acheter une voiture à un bon prix. Voilà, j'arrête l'analogie. Donc, déjà, est-ce que c'est nouveau? Alors, je vais aller assez vite sur l'historique, c'est juste pour remettre les choses dans leur contexte. Dans le principe, le terme radio logiciel, ou Software Defined Radio, qui veut dire radio définie par logiciel, c'est quelque chose qui n'est pas tout jeune, puisque ça date de 91. C'est un scientifique américain qui a fait une publication. Alors, je suis désolé, j'ai oublié le contexte, pour être franc. Je crois que c'était dans le cadre de sa thèse de doctorat, où il avait fait un petit schéma en expliquant, voilà, l'idée, c'est de mettre un convertisseur d'analogique numérique du logiciel. Et à la fin, l'opérateur qui écoute. Donc entre les deux, on a finalement très peu d'électronique et beaucoup de logiciels. Et ça, à l'époque, ça paraissait une très bonne idée. Sauf qu'il y avait les ordinateurs à l'époque, donc en 91, ça fait quand même quelques années. Je ne sais pas si vous arrivez à replacer dans votre contexte de l'époque ce qu'on pouvait faire avec un ordinateur. Les ordinateurs de l'époque n'étaient pas assez puissants pour le faire. Donc c'était une projection futuriste. Un jour, on saura faire ça. Mais ce n'était pas possible. Donc en gros, l'idée c'est de dire quoi? L'idée c'est de dire que finalement, il y a dans un système idéal une partie rouge qui est la partie électronique, donc qui est ce qu'on connaît tous, des antennes, des amplificateurs, de l'électronique qu'on sait toucher, on va dire. Et l'autre côté du logiciel, une appli, pour reprendre un terme, une application type smartphone, type... c'est pas par là l'entrée, mais je vous en prie. Par là-bas. Non mais allez-y, pendant que maintenant que c'est... Allez-y. Bonjour. Bonjour, bonjour. Allez-y, je vous en prie. Donc, l'idée est de dire ce qu'on va chercher à faire. Donc, pourquoi je mets idéal? Parce que le rêve de la radio logicielle, c'est de dire, puisque c'est logiciel, il n'y a pas de matériel. Donc, en fait, en gros, il y aurait un monde analogique qui serait aussi petit que possible,
où on ne va pas s'embêter à mettre beaucoup d'électronique, et un monde informatique ou numérique qui serait le plus grand possible, où tout serait qu'un problème de logiciels à installer. Évidemment, vous allez voir, et vous le savez, si vous avez déjà trafiqué un petit peu, que évidemment, c'est pas si simple. Hein. Le diable est dans les détails, comme on dit, donc il y aura quelques soucis. Mais c'est l'idée générale. L'idée, c'est de dire c'est plus facile de changer le logiciel que de changer l'électronique. Réparer un composant ou modifier une structure d'électronique quand elle est déjà faite, faut se poser des questions. En revanche, dans le logiciel, il suffit de le recompiler ou de rajouter une ligne, on remet à jour le soft et ça marche. C'est ce qui se passe dans votre téléphone quand il se met à jour. C'est un peu l'idée générale, d'accord? Donc on vous voit un matériel dit universel et l'idée c'est qu'on va tout faire par soft. Vous allez voir qu'évidemment c'est pas si simple. D'accord? Donc je vais commencer par vous expliquer, on va rentrer un petit peu dans la théorie, dans les choses qui font un peu mal aux oreilles tôt le matin. Donc vraiment, n'hésitez pas à me couper la parole s'il y a des choses que j'aborde que vous ne comprenez pas. Alors, ça c'est un récepteur radio conventionnel. Je dirais c'est ce qu'on apprend quand on fait de la radio. Et là, je pense que tout le monde comprend, il y a des filtres, des amplis, des mélangeurs, des machins, tout ça. Et finalement, ce qui passe dans les fils noirs, les fils qui sont les traits, les flèches qui allient les différents blocs, vous comprenez tous ce que c'est. Vous ne vous posez pas la question. D'accord? Ça vous parle. C'est un truc que vous comprenez. L'idée de la radio logicielle, enfin d'un système SDR au sens large, c'est de dire finalement je vais essayer d'enlever le maximum de ces trucs-là et je vais tout remplacer par du logiciel. Je vais faire des calculs à la place. Ok, bon, dit comme ça, pourquoi pas. La bonne question, c'est de quoi on parle. C'est-à-dire les petits points, les petites boulettes orange, qui sont dans le cas d'un fil quelque chose que vous connaissez bien. Là, on parle de quoi? Qu'est-ce qu'on traite? On traite quoi? On traite des courants, on traite des signaux, on traite... Voilà. Là, on voit déjà qu'il y a une petite subtilité, c'est qu'est-ce qui transite dans notre système. Alors en fait, déjà, avant de rentrer dans le détail, déjà juste vous attirer votre attention sur le fait qu'il y a plusieurs façons d'aborder le problème. Quand vous, dans la petite image, est-ce que le pointeur laser va marcher? Je sais pas. Peut-être pas faire le... Bon, on va éviter, c'est pas grave. Oui? Oui, sur la figure, excuse-moi. Bien sûr, pardon. Oui, bien sûr. Alors, sur le dessin qui est à l'écran, il y a tout simplement une sonde, enfin quelqu'un qui tient une sonde HF posée sur un circuit, et je représente 3 appareils de mesure, un analyseur de spectre, un oscilloscope et un milliwattmètre. Et en fait, ces 3 appareils visualisent le même signal, enfin la même information au départ, mais la restituent de 3 façons différentes. Donc, depuis la sonde qui est posée dans le circuit, je peux visualiser ça sous forme de spectre, d'accord? Donc, mais c'est bien le même signal. J'ai un analyseur de spectre qui va me présenter un spectre, ce qu'on va appeler le domaine fréquentiel. Je peux visualiser ça dans le domaine temporel, je vois les signaux qui évoluent au cours du temps, ou je peux visualiser ça dans un domaine moyenné temporel qui va être une mesure de puissance. Ce serait bien éventuellement de fermer la porte ou de la bloquer, ouais, merci. Donc, c'est bien le même signal qu'il y a au départ, c'est bien la même information qu'on a captée dans le circuit, mais la façon dont on l'a représentée, elle est différente. Vous voyez bien qu'on ne voit pas la même chose sur les appareils et on n'en tire pas dans notre cerveau la même information. Ce qu'on voit dans le domaine temporel sur un oscilloscope ou ce qu'on voit sur un analyseur de spectre, on ne va pas l'analyser de la même façon. Pourtant, c'est bien la même chose au départ. L'information de départ, c'est bien la même. Donc, c'est juste pour attirer votre attention sur le fait qu'il y a 2 notions importantes. Il y a ce qu'on mesure et il y a ce qu'on interprète. D'accord? Comment on va traiter l'information. Alors, des choses que certains vont trouver ça assez stupide, mais on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est qu'un signal périodique? Alors, périodique, la notion importante de périodique, ça veut dire que ça se répète au bout d'une certaine période, un certain temps T. Je peux prendre un exemple, l'alternance jour-nuit. D'accord? Il fait jour, il fait nuit, il fait jour, il fait nuit, il fait jour, il fait nuit. Ça se répète. La période, c'est la durée de la journée. C'est 24 heures. Jusque-là, tout va bien. La petite subtilité, c'est que pour savoir que c'est périodique, il faut l'observer suffisamment longtemps. Alors c'est là où ça va devenir, il faut faire attention à cette petite chose, ça vous paraît évident et basique, mais si vous observez, supposez que votre vie ne dure que 4 heures, est-ce que vous pouvez savoir que la journée dure 24 heures? Non. Si vous êtes né la nuit et que votre durée de vie est de 4 heures, ce que vous savez, c'est qu'il fait nuit. Et vous pensez que la nuit est éternelle. Si vous êtes né en plein milieu de la journée au beau soleil, que votre durée de vie est de 4 heures, la seule conclusion que vous pouvez tirer, c'est qu'il fait éternellement jour. Et vous n'en savez rien. Donc la période d'observation est fondamentale. Vous ne pouvez pas observer des signaux dont la période est supérieure à votre durée de vie. C'est bête ce que je dis, mais c'est le départ. C'est le point de départ. Donc ça veut dire que quand on va échantillonner, donc là ce que j'essaie de vous amener, c'est à réfléchir à la notion de vitesse d'échantillonnage. On va échantillonner donc un SDR, vous avez entendu parler de 1 MHz, 1 million d'échantillons par seconde, 100 millions d'échantillons par seconde.
il faut commencer à se poser la question de à quoi ça sert. À quoi ça sert, c'est que la vitesse d'échantillonnage va conditionner la vitesse, la durée minimum des des phénomènes que vous allez pouvoir observer. D'accord ? Donc déjà, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si on observe pendant un certain temps, la période qu'on va pouvoir voir, elle est forcément inférieure à la durée de l'observation. C'est bête, mais ça a de l'incidence. Ok ? Alors, un exemple de signal périodique. Pourquoi j'ai pris celui-là, vous allez en entendre parler souvent, les signaux sinusoïdaux, qui sont des cas, alors je ne vais pas détailler la formule, hein, j'ai fait un copier-coller de Wikipédia, ça n'a aucun intérêt, c'est juste que c'est un signal qui monte et qui descend, et sa période, la période T, voilà, on retrouve notre fameux sinus X ou notre cosinus X, bien aimé, avec des beaux symboles, donc j'ai écrit simplement oméga égale 2pi sur T égale, etc. Aucun intérêt. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Simplement pour vous attirer votre attention sur le fait qu'un signal sinusoïdal est un signal périodique particulier. Mais vous allez voir en quoi il est particulier après. Mathématiquement, il est à une bonne tête parce qu'on sait l'écrire. Je continue. Vous avez sans doute entendu parler de nos amis Nyquist ou Shannon. On parle des deux. On dit selon le théorème de Shannon, Nyquist a dit, c'est presque une sainte écriture, on va dire. Je ne vais pas trop détailler cette partie-là pour l'instant. Si vous voulez plus d'infos, j'avais fait une conférence très très longue avec FluideKCF sur le sujet, où il y a beaucoup plus de planches. Là, j'ai fait un résumé un petit peu rapide, qui explique ça plus en détail en donnant des exemples. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas voir des signaux dont la période est plus longue que la période d'observation. Et Nyquist et Shannon, suivant comment on l'interprète, disent qu'il faut faire deux mesures, que deux mesures suffisent à déterminer la période, sous réserve que la période soit inférieure à la durée de l'observation. C'est toujours la même histoire. D'accord ? Donc rappelez-vous de ce 2. Il va avoir une incidence importante sur la suite. Est-ce que jusque-là, vous me suivez ? Ouais, tout bien. You're not lost. Not yet. Ok. Je continue. J'y vais doucement au début, hein, je suis désolé. Alors, je vous invite à regarder ces petits dessins. Donc j'explique pour nos amis qui ne sont pas en capacité de voir à l'écran ce qu'il y a. Je représente sur le cercle un cercle où j'ai deux points rouge et bleu qui parcourent le cercle dans un sens différent. Il y en a un qui se tourne dans le sens horaire et l'autre qui tourne dans le sens anti-horaire. Et si je représente sur la courbe de droite la valeur alors en l'occurrence c'est la valeur du cosinus ou du sinus, ça n'a pas d'importance. Je vois un truc alternatif et je vois que les deux sont dans le même sens. Enfin, pardon. Si j'observe la courbe de droite, je vois que le point rouge et le point bleu suivent la même trajectoire. D'accord ? Or, sur la figure de gauche, je parcours le cercle dans deux sens différents. Donc on voit bien que là, il y a un petit problème. C'est-à-dire que si je n'ai que la figure de droite, je suis incapable de me rendre compte que les deux points ne parcourent pas le cercle dans le même sens. Vous êtes d'accord ? C'est embêtant. Donc on voit bien qu'entre les deux, il y a une petite subtilité, c'est qu'il manque quelque chose. Il manque une information en fait. Si vous avez vu, quand vous regardez un film, alors je fais référence au film de western, où vous avez une roue de char qui tourne, une roue de chariot qui tourne, ou une roue de voiture qui est filmée, suivant, vous voyez qu'elle tourne dans un sens ou elle tourne dans l'autre. Et en fait, vous voyez, à un moment donné, vous avez l'impression que la roue s'arrête et qu'elle repart dans l'autre sens. Vous doutez bien qu'il y a un problème. C'est pas possible. Donc on voit bien que la notion de l'échantillonnage, là, on est en train de se dire, oulala, il y a un truc, c'est que suivant comment on a mesuré et à quel moment on a mesuré, il y a des phénomènes, il y a de l'information qui manque. D'accord ? Donc là, simplement, c'est pour attirer votre attention, c'est que tout à l'heure, on a parlé de Nyquist, j'ai dit, il faut faire deux mesures. Oui, il faut faire deux mesures, mais il ne faut pas les faire n'importe comment. Là, dans l'exemple qui est ici, supposons que j'ai fait les deux mesures comme il fallait, à la bonne période, tout va bien. Sauf que mes points rouge et bleu ont l'air de parcourir la même... de décrire le même phénomène, ce qui est visiblement pas le cas parce qu'on a perdu une info. Donc ça va pas. Donc il y a un truc qui cloche. Ok ? Donc c'est ce que j'ai conclu entre guillemets, c'est donc ça va pas, ça sous-entend qu'on a un élément manquant. Donc cet élément manquant, c'est qu'en fait, il manque une petite chose dans ce que j'ai écrit, c'est qu'il faut numériser, mais alors là je fais un petit raccourci, vous m'excuserez pour ceux qui maîtrisent le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut ruser en faisant deux mesures déphasées. Alors, vous inquiétez pas, je vais y revenir dessus largement après. Premier élément à se rappeler, c'est qu'il faut faire deux mesures. Okay ? Donc, je résume jusqu'à présent pour accrocher les wagons. Première chose, il faut se rappeler que ce qu'on peut voir, la période doit forcément être inférieure à la période d'observation. Souvenez-vous, période d'échantillonnage, j'échantillonne un signal. Donc le signal que je vais voir, la période du signal que je peux voir, est fortement dépendante de ma période d'observation. Okay ? La deuxième chose que j'ai dite, c'est que pour connaître le signal, il faut faire deux mesures. Okay ? Donc ces deux mesures, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est que si je les fais n'importe comment, il va me manquer quelque chose. Ce qui va me manquer, c'est le sens dans lequel ça tourne. D'accord ?
Alors pour l'instant, vous me dites c'est quoi le rapport avec la radio? Pour l'instant, il n'y en a pas, mais j'y arrive, vous inquiétez pas. J'y arrive vite, je vais y arriver vite. Donc l'idée c'est de dire que finalement, si je mesure, donc c'est le petit dessin qui est en haut à droite, où j'ai mon point qui se balade sur la, je vais revenir sur le dessin qui est là, voilà, mon point rouge et mon point bleu. Finalement, ce qu'il faut que je mesure, c'est la projection, entre guillemets, l'empreinte du point rouge sur l'axe horizontal et l'empreinte sur l'axe vertical. Hein, si vous faites de la géométrie, vous prenez les projections sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Je suis désolé, je rappelle des mauvais souvenirs à certains peut-être. Voilà, donc c'est ce qui est représenté ici. Si je trace ces deux trucs-là, j'ai donc deux courbes, sinus x et cosinus x. Et ces deux courbes sont déphasées de 90 degrés. Si on regarde comment ça se passe, il y a un décalage entre les deux. Et c'est ce décalage-là qui va me permettre de comprendre dans quel sens ça tourne. Suivant laquelle est calée par rapport à laquelle, je vais arriver à déterminer le sens. Pour l'instant, vous me dites, oula, il va trop vite, j'ai rien compris, vous tracassez pas, je vais y revenir plus tard. Donc souvenez-vous juste du truc, c'est qu'il faut deux mesures et il faut les faire intelligemment. Enfin, du moins, il y a des règles pour les faire correctement. Sinon, ce qu'on va mesurer ne sera pas suffisant pour reconstruire l'information. D'accord ? Souvenez-vous juste de ça pour l'instant. Rassurez-vous, il y aura une pause tout à l'heure. Je continue. Donc, notre signal, qui est en haut à gauche, le signal périodique, notre fameuse période T, on a un signal, vous voyez que là ça commence à ressembler à un signal radio, entre guillemets, on a un machin. Ce machin-là, on va faire deux mesures. Et l'astuce, c'est que si les deux mesures qu'on fait, on en déphase une de 90 degrés par rapport à l'autre, là, en fait, on va arriver à faire la mesure, on va arriver à savoir, dans quel sens ça tourne. Et ce machin-là, on l'appelle signaux IQ ou signaux complexes. Peut-être que ça commence à raccrocher des choses dont vous avez entendu parler. Alors pourquoi ils sont complexes ? Pas parce qu'ils sont compliqués. Ils sont complexes, c'est une notion mathématique de nombre complexe, sous-entendu qu'on a un nombre qu'on décrit par deux coordonnées. La valeur réelle, la valeur imaginaire. Je ne détaille pas pour l'instant. Donc souvenez-vous que IQ complexe, c'est la même chose, et que ça veut dire qu'on a fait deux mesures en même temps, dont une est déphasée par rapport à l'autre. Ok ? Pour l'instant, vous gardez ça dans un coin de votre tête. Je continue. J'ai fait exprès de faire ça tôt le matin, hein, excusez-moi. Je continue. Donc, si on revient à notre belle chaîne de radio, finalement, ce qu'on a, notre fameuse sonde où on a fait notre mesure, qu'est-ce qu'on prend ? Bah, c'est des mesures, d'accord ? Des mesures, c'est des chiffres, des quantités qu'on a évaluées. Et donc, ces différents chiffres, on va en faire des tableaux de mesure. Donc, finalement, notre information, qu'est-ce qui passe entre nos différents blocs ? Dans un circuit électrique réel, c'est du courant qui transite, c'est des signaux électriques. Et bien là, c'est des chiffres, c'est des séries de chiffres. Donc, le tableau qui est représenté à l'écran, où j'ai une série numérique, une partie bleue, une partie rouge, ça revient à ce qui était juste avant, c'est-à-dire la partie réelle, la partie imaginaire, mesure 1, mesure 2, où I et Q, c'est le même mot, hein. IQ, partie réelle, partie imaginaire, c'est toujours la même chose. Donc finalement, ce qui passe dans notre circuit, ça n'est plus des courants, mais ce sont des séries de tableaux, des séries de valeurs numériques, et il y a deux valeurs à chaque fois. D'accord ? Les fameuses deux valeurs. Il y en a deux, pour savoir dans quel sens ça tourne. Vous verrez après pourquoi. Donc finalement, ce qui transite dans notre système radio numérique, ça n'est pas du courant, mais c'est des chiffres, des séries de chiffres. Et évidemment, je ne l'ai pas écrit, mais c'est sous-entendu, l'intervalle de temps entre deux mesures du tableau, c'est notre fameuse période d'échantillonnage. D'accord ? Donc vous allez voir après l'incidence que ça peut avoir. Donc finalement, dans un système radio traditionnel, les fils transitent. Ce qui transite sur les fils, c'est du courant. Je me répète, hein, mais c'est pour que ce soit bien clair. Sur un système radio logiciel, ce qui va transiter, c'est des séries de valeurs, deux valeurs qui représentent des échantillons pris à une période bien précise. Et ces deux valeurs correspondent à une mesure et à l'autre mesure déphasée de 90 degrés. D'accord ? Partie réelle, partie imaginaire, I et Q, bleu, rouge. Ok ? J'avance. Donc cette fameuse mesure, donc si l'intervalle de temps est constant et qu'on a fait une mesure donc en respectant cet intervalle de temps entre deux mesures, donc mon tableau qui est ici par exemple, si j'échantillonne toutes les microsecondes, ce que je vais pouvoir, la fréquence maximum que je vais pouvoir avoir dans mon tableau de chiffres, c'est 1 MHz. Pourquoi ? Parce que 1 divisé par une microseconde, enfin, une période d'un microseconde correspond à une fréquence d'un mégahertz. Selon Nyquist, si j'ai deux mesures faites à 1 MHz, pas une, deux mesures, la fréquence maximum que je vais pouvoir, du signal que je vais pouvoir voir, c'est 1 MHz. Donc qu'est-ce qui va se passer si j'ai un signal à 2 MHz, ou à 3, ou à 4, ou à 5 ? Je vais le mesurer quand même. Sauf qu'il va y avoir un phénomène dont on reparlera plus tard, d'aliasing, qui est exactement ce qui se passe quand vous avez une roue de chariot qui est filmée et qui a l'impression qu'elle tourne dans le mauvais sens. En fait, le sens visible de rotation du chariot sur la vidéo va dépendre de la vitesse à laquelle la roue tourne. Plus la roue tourne vite, et à un moment donné, on a l'impression qu'elle se met à tourner dans l'autre sens. D'accord ? Et en fait, c'est le problème qu'on ne respecte plus Nyquist.
les images sont prises et on prend 24 images par seconde. Si entre 2 images successives, on a fait plus d'un tour, eh ben, l'image n'est pas au bon endroit. On la retrouve, l'œil a l'impression que la roue a tourné dans l'autre sens. C'est exactement la même chose. D'accord ? C'est exactement le même phénomène. Ok ? Donc, la limite, on va toujours mesurer quelque chose, sauf que ça va tourner à l'envers. Donc, ça va avoir des effets vicieux, de la même façon que votre œil, quand vous regardez la vidéo, vous avez l'impression que le chariot recule. Et en fait, il avance toujours, évidemment. Mais il tourne, donc, il y a un truc qui cloche. Et donc, évidemment, à l'œil, ça se voit, et à l'oreille, quand vous allez écouter un signal radio, vous allez voir qu'il y a des petits trucs qui ne vont pas. Vous allez voir apparaître des signaux fantômes, par exemple. Donc vous allez voir apparaître sur votre spectre des machins qui ne sont pas là où ils devraient être. Et pourquoi ils sont là ? Parce qu'ils ne sont pas dans la bonne fréquence. Mais comme on n'échantillonne pas à la bonne vitesse, ils apparaissent quand même, mais pas au bon endroit. Donc on voit apparaître des pics, et on peut écouter des stations, on se dit tiens c'est marrant, j'ai de la radio AM sur ma bande 40 mètres. Non. Elle est ailleurs, mais elle est mal échantillonnée, et elle se retrouve ping dans la bande amateur. Donc c'est pas forcément un QRM. Il n'y a pas forcément un brouilleur, c'est que votre matériel est de mauvaise qualité. C'est pas tout à fait la même chose. Ok ? Dick Wist nous a dit, j'ai écrit entre parenthèses tôt ce matin, c'est pour faire référence à ce que je vous ai raconté tout à l'heure, que donc dans ce cas-là, la limite, la fréquence maximale dont on est sûr qu'elle sera au bon endroit, ce sera 1 MHz si je le mérise à 1 microseconde. Si j'en ai un à une autre fréquence, il y sera toujours, mais il ne sera pas au bon endroit. Ok ? Je continue. Donc je vous ai parlé de signaux périodiques, je vous ai parlé de périodes, ok, de fréquence maximum, et de signaux particuliers qui sont les sinus et les cosinus. D'accord ? Les fameux savants fous, sinus et cosinus. Maintenant, je vais vous parler d'harmonique. Alors, vous savez tous ce que c'est que les harmoniques, il suffit de multiplier la fréquence. Bon, concrètement, une harmonique, c'est un signal périodique dont la période est un multiple, enfin, est plus courte. C'est la fréquence qui est un multiple, c'est la période qui est plus courte. Donc, j'ai pris des exemples. La fondamentale, ok, j'ai un signal sinusoïdal, l'harmonique 2 va 2 fois plus vite, donc j'ai 2 fois plus de périodes. 1 fois plus de signaux dans la même période d'observation. Important, la période d'observation. Et ainsi de suite. 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Etc. D'accord ? J'ai pris des ratios entiers, je pourrais évidemment avoir un harmonique à 1, quelque chose. Mais ça n'a pas grand intérêt. Donc ça, ce sont les harmoniques. Il n'y a rien de nouveau jusque-là, vous connaissez le truc. D'accord ? Alors ce qui est de rigolo, c'est que si je les combine intelligemment, je peux faire un signal qui n'est pas sinusoïdal à partir de signaux sinusoïdaux. C'est là que ça devient drôle. C'est-à-dire que je peux faire un signal carré comme étant une somme infinie de certaines harmoniques qui ont une bonne tête. Ok ? Donc si je prends mes signaux périodiques, je les ajoute entre eux, donc c'est ce que j'ai représenté là-haut. Vous voyez, j'en prends, je ne sais plus combien il y en a sur le signal de droite, il doit y en avoir une dizaine. Ça commence à ressembler à un signal carré. Et plus j'en ajoute, plus j'arrive à un signal carré en bas à gauche. J'ai un beau signal carré. Avec 50 sinusoïdes bien choisis, je fais un signal carré. Et si je les décale légèrement, si je les combine autrement, je peux faire un signal triangulaire. Juste entre nous, imaginez que vous ayez un parasite électrique, genre un appareil qui est mal filtré, ou un système de recharge qui génère des parasites sur la ligne électrique. Un signal électrique, un hacheur, ou une alimentation à découpage, pour un éclairage à LED, par exemple. C'est un signal carré. Signal carré, on voit que le signal carré, ça comprend plein d'harmoniques. C'est très riche en harmoniques. Si votre système radio est mal filtré, vous allez vous retrouver avec plein d'harmoniques. Et si les harmoniques tombent dans la fréquence que vous écoutez, pas de bol, vous allez avoir des signaux bizarres qui vont apparaître et qui sont pas la conséquence de la mauvaise qualité de votre appareil, mais qui sont la conséquence de l'échantillonnage, qui va faire que les repliements et notre fameuse roue qui tourne pas dans le bon sens font que ça va apparaître dans le spectre. Donc, simplement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de signaux bien choisis, je peux composer des signaux de signaux périodiques sinusoïdaux bien choisis. Je vais pouvoir construire des signaux non sinusoïdaux, mais toujours périodiques, des carrés, des triangles, etc. D'accord ? Pour l'instant, vous ne voyez pas encore le rapport. En fait, si on fait les choses intelligemment, si on a une bonne façon de les combiner, en combinant ces différents signaux, on va pouvoir faire autre chose que des signaux sinusoïdaux. Mais il faut qu'ils soient, et donc mais ils seront forcément, les signaux combinés seront forcément périodiques. D'accord ? Donc, en gros, ce que j'essaye de dire, c'est que en partant d'un ensemble de signaux sinusoïdaux bien choisis, en les combinant de façon intelligente, avec une recette, je vais pouvoir fabriquer des signaux synthétiques qui sont des combinaisons. Celui de droite, par exemple, qui n'est pas du tout un truc sinusoïdal, qui est une combinaison à partir d'ingrédients de base de sel et de poivre qui sont des harmoniques bien choisis. D'accord ? Donc il y a une façon de faire qui permet de reconstruire des signaux à partir d'une bibliothèque de signaux d'origine qui sont des signaux périodiques harmoniques. Ok. Donc, comment on fait ce machin magique ? Donc ça, on passe dans un sens, mais en fait, il y a une petite ruse, c'est qu'on peut le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur intelligent qui s'appelle Fourier,
transformé de Fourier, ça vous dit peut-être quelque chose, vous avez peut-être entendu ce nom-là, qui fait l'opération inverse. C'est-à-dire qu'à partir d'un signal, quel qu'il soit, périodique, il y a des petites subtilités sur la façon d'utiliser la formule, mais je ne vais pas détailler. En utilisant la transformée de Fourier, je vais pouvoir retrouver les signaux périodiques sinusoïdaux de départ qui m'ont servi à construire ce signal. Donc, tout à l'heure, j'avais pris des signaux harmoniques, je les ai combinés, j'ai obtenu par exemple ici des signaux carrés. D'accord ? Donc j'ai fait une opération de combinaison, d'assemblage, et la transformée de Fourier va me permettre de désassembler et de retrouver les composants d'origine. C'est comme si je vous donne un gâteau et je vous donne une formule, une recette magique qui vous permet à partir du gâteau de reconstruire les œufs, le sel, le poivre, etc. etc. D'accord ? On fait la construction à l'envers, la déconstruction. Donc ça c'est la décomposition qui se fait grâce à l'algorithme de Fourier. Fourier, transformé de Fourier, si vous vous rappelez à quoi ça sert, dans les logiciels de SDR, vous avez des machins avec des waterfalls et vous voyez des trucs, et il y a un réglage quelque part qui vous dit combien de points de FFT, 1000 points, 2000 points, etc. Je vais y venir. Donc la transformée de Fourier va permettre de retrouver les signaux d'origine, d'accord, de décomposer. Donc, finalement, notre signal d'origine qu'on avait mesuré avec notre sonde, je vous rappelez tout à l'heure, je vous ai montré une planche où je vous ai mis, il y a un côté un analyseur de spectre, de l'autre côté un oscilloscope. Je dis c'est la même information mais elle est représentée différemment. En fait, la seule petite différence, c'est qu'on passe de la représentation temporelle à la représentation fréquentielle, de l'une à l'autre, en appliquant une transformation qui s'appelle la transformée de Fourier. Il y a une petite faute dans mon slide, c'est qu'on passe du temporel au fréquentiel par la transformée de Fourier, et de fréquentiel à temporel, c'est la transformée de Fourier inverse, puisqu'on l'a fait dans l'autre sens. Voilà, j'ai mangé le mot inverse dans le dessin, excusez-moi. C'est pas très grave. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que Fourier, ça sert à passer de l'un à l'autre. Fréquentiel, temporel. Ok ? Vous n'êtes pas encore tous perdus, ça va ? Vous dormez pas ? Je vous ai pas tué encore ? Bon, je vérifie l'heure quand même. Excusez-moi. Tout va bien, so far, so good. Ok. Donc, notre transformée de Fourier, qu'on a appliqué tout à l'heure sur des beaux signaux périodiques qui avaient une bonne tête, il faut se souvenir que ce qu'on travaille, c'est des chiffres. Donc finalement, on transforme des chiffres en chiffres. Donc, en haut, au départ, j'avais mes domaines temporels, j'avais mes mesures qui étaient faites à une cadence d'échantillonnage bien précise, et je savais ce que ça représentait. C'était les valeurs de tension, j'y viendrai tout à l'heure, mesurées à des moments différents. Quand j'applique la transformée de Fourier, j'ai toujours des chiffres. Mais ces chiffres, ils correspondent à quoi ? Ils correspondent à des fréquences, à des mesures à certaines fréquences, puisque c'est des domaines temporels en haut, c'est une mesure à l'instant donné, et en bas, c'est des fréquences. C'est la décomposition de ce signal dans différentes fréquences. Donc c'est toujours des chiffres que je trimballe, mais ils ne représentent pas la même chose. Je vais en reparler après. Donc, maintenant qu'on a à peu près compris, alors j'ai été très vite, mais vous allez voir maintenant à quoi ça sert. Donc en gros, ce qui est à gauche, dans notre graphique général de début, on avait à gauche l'antenne, à droite le logiciel. Notre convertisseur analogique numérique, c'est lui qui fait un peu la frontière. C'est-à-dire que le convertisseur analogique numérique, son boulot, ça va être de prendre les signaux qui sont des signaux qui passent dans des fils, des tensions ou des courants, et d'en faire des séries de chiffres. Donc comment ça marche ? Donc ce que j'ai écrit entre guillemets, du coax aux signaux, c'est comment on passe de ce qu'il y a dans l'antenne à des choses numériques. Je vous ai parlé de l'échantillonnage avant, parce que vous allez voir qu'il y a évidemment quelques petites relations entre les deux. Donc le convertisseur analogique numérique, son boulot c'est de faire des mesures. D'accord ? Alors comme on a parlé de Nyquist, tout ça, on a besoin d'une fréquence d'échantillonnage qui produit une cadence à laquelle on va faire les mesures. D'accord ? Et il nous faut 2 mesures. Vous vous souvenez, il en faut 2. Donc dans notre système de mesure, de conversion analogique numérique, il y a 2 façons de faire 2 mesures. Soit j'ai qu'un seul convertisseur analogique numérique, qui doit donc faire 2 mesures à chaque échantillon, soit j'en ai 2. Et les 2 convertisseurs différents vont faire au même instant 2 mesures différentes. Ok ? Vous allez voir après que sur les architectures des SDR, vous allez retrouver cette petite différence. Dans tous les cas, soit je fais 2 mesures, j'ai 2 ADC qui font 2 mesures à chaque top d'échantillonnage, soit j'ai un ADC qui fait 2 mesures. Donc dans tous les cas, j'ai toujours 2 mesures par échantillon. Excusez-moi, j'insiste, mais je vais y venir. Donc ce machin-là, ce convertisseur analogique numérique, son boulot, c'est d'aller prendre des mesures à des instants différents. Donc il y a la courbe en haut à gauche, on voit une tension qui bouge, et c'est de faire des valeurs. Donc on va venir mesurer la tension à certains instants, et ces échantillons vont être ensuite traités. Je passe, pour l'instant ça n'a pas grand intérêt. Alors première chose, vous avez entendu parler de cette histoire de résolution de convertisseur analogique numérique, de bits. Comme on convertit une valeur analogique en numérique, on fait une mesure. Cette mesure, on a besoin d'une certaine précision. Combien de chiffres après la virgule on met ? Okay ? Donc plus il y a de bits, plus la mesure sera précise. Donc vous allez, premier réflexe, me dire, en fait, il suffit d'avoir un convertisseur analogique numérique avec beaucoup de bits. Donc si je vous donne un exemple, sur une clé RTL SDR standard,
La fiche technique dit convertisseur 8 bits. D'accord? Donc il y en a 8. Est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est pas beaucoup? Je ne peux pas vous répondre. Vous allez voir après que c'est pas le seul élément qui compte. Évidemment, si on faisait qu'une seule mesure et qu'on s'arrêtait là, il faudrait, plus on a de chiffres après la virgule, plus la mesure sera précise. Ok. Mais en fait, il y a une petite ruse. Je vais continuer. Tout à l'heure, vous allez voir après qu'il y a une petite ruse qui permet d'améliorer la résolution de façon artificielle, ce qui s'appelle le suréchantillonnage. Oui. Je continue. Donc pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que la résolution du convertisseur analogique numérique va conditionner le nombre de chiffres qu'on met après la virgule et donc la qualité, mais la précision obtenue. Donc ce convertisseur analogique numérique, il faut faire attention, c'est qu'il faut surtout pas il faut qu'il mesure le signal dans la bonne plage. Donc typiquement, s'il est saturé, donc exemple concret, vous avez un signal très fort qui rentre dans votre récepteur radio. Vous avez une station AM d'Asie, pour citer personne, qui arrive très très fort, ou d'Europe de l'Est, qui sature le signal. Donc votre convertisseur, il est réglé pour numériser un signal qui va d'une certaine tension à une autre. Si le signal qui est numérisé est trop fort, il est saturé. Donc vous voyez en rouge, c'est le signal tel quand il arrive dans l'antenne, et en bleu, c'est ce qu'on mesure. Comme on sature, on coupe, on tronque. D'accord? Donc en fait, au lieu d'avoir une belle sinusoïde, on a une sinusoïde où il manque l'arrondi a été coupé. Qu'est-ce qui va se passer? Ce que ça va faire, c'est qu'on va faire apparaître, ce que vous voyez sur la figure du bas, des pics. D'accord? En haut, c'est le spectre sans saturation. En bas, c'est le spectre avec saturation. Vous allez me dire, c'est bizarre, pourquoi on n'a pas la même chose? Si vous vous souvenez de notre fameuse transformée de Fourier de tout à l'heure, ce qui est en haut, c'est un spectre. Un spectre, c'est que j'ai pris mon signal d'entrée, j'ai fait passer par une opération magique qui s'appelle la transformée de Fourier, qui m'a mesuré son spectre et qui m'a permis de trouver la fréquence du signal. Comme le signal, il n'est pas périodique, puisqu'il est tronqué, il a une sale tête, enfin du moins il n'est pas sinusoïdal, puisqu'il est raboté, et ben en fait j'ai des harmoniques et des signaux complémentaires qui apparaissent, et ces signaux complémentaires font que dans le spectre, je vois apparaître plein de pics. Donc si vous voyez sur votre récepteur radio ça, ce qui est en bas, c'est que votre truc il est saturé. Cherchez pas, baissez le gain, tout simplement. Ok? Donc l'effet que ça va avoir, c'est qu'à l'oreille, vous allez entendre avoir apparaître plein de trucs bizarres. Vous allez les voir sur l'écran et vous allez les entendre, qui vont correspondre à un échantillonnage saturé. Donc premier souci, c'est qu'il faut pas saturer. Donc il suffit de réduire le gain. Ok. La deuxième problème qui va venir, c'est le problème de dynamique. Donc pour vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Si vous avez deux stations, donc l'exemple que j'ai pris, c'est vous voulez écouter une station DX qui est en haut de la bande 40 mètres, qui est juste avant une station de radiodiffusion, qui arrive très fort. D'accord? Donc votre numériseur, le convertisseur analogique numérique, doit avoir assez de bits pour mesurer à la fois le machin qui est tout petit et le machin qui est très gros. Celui qui est gros, c'est facile. Là où il y a un problème, c'est celui qui est très faible. Donc pour vous montrer, en haut à gauche, c'est l'exemple. J'ai ma station, le pic qui est très fort, là, qui arrive vachement haut, c'est ma station de radiodiffusion. Et le signal qui m'intéresse, en bas, le DX, c'est le tout petit pic. Donc ça, c'est un spectre. D'accord? Si j'utilise la transformée de Fourier, je reviens au signal temporel. Je retiens la courbe qui est là. En fait, là, le DX, vous ne le voyez plus. C'est-à-dire que la contribution de la station, qui est très faible, qui dans le spectre se sépare bien, c'est un petit gris-gris tout petit dans le signal qui est en bas. Donc si vous n'avez pas assez de bits pour mesurer la petite variation, votre station faible, vous ne l'entendez pas. Donc l'effet direct de la résolution du convertisseur, c'est en fait plus il y a de bits, plus il va être capable de représenter fidèlement un signal très faible. Donc si vous avez qu'une seule station qui arrive très fort, vous utilisez un convertisseur analogique numérique 8 bits comme une clé RTL-SDR. Un signal fort, vous l'entendez sans problème. Un signal faible, vous l'entendez sans problème. Mais un signal fort plus un signal faible, là vous entendez, il y en a un des deux qui disparaît. Et c'est a priori le plus faible. Ok? Parce que le convertisseur ne va pas avoir assez de résolution pour mesurer fidèlement les deux à la fois. Alors, bon, je fais un petit raccourci, mais c'est l'idée. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que la dynamique, chaque bit, en gros, là il y a une formule magique, chaque bit vous donne 6 dB de dynamique. La dynamique, c'est la différence entre le petit et le grand, entre le faible et le fort. Donc, si vous avez 8 bits, ou 7, en réalité, sur les RTL-SDR, il y en a 7 qui marchent. Ça donne 6 x 7, 42 dB d'écart. Donc si vous avez un signal qui est plus de 42 dB en dessous fort, il est invisible. D'accord? Donc il vaut mieux privilégier des récepteurs avec plus de bits si vous faites du DX. Si vous voulez écouter que des stations de radiodiffusion en AM, ça ne changera rien. Ok?
Ça, c'est un point très important. C'est ça la dynamique va conditionner votre capacité à séparer les signaux faibles des signaux forts. Pas de questions? Non? Je continue. Deuxième petit problème, c'est la qualité de l'horloge de numérisation. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que, en gros, je résume, il faut des convertisseurs analogiques numériques qui soient de bonne qualité, qui aient beaucoup de bits. De préférence, s'ils en ont beaucoup, on va arriver à séparer les signaux faibles et les signaux forts. Et ensuite, on a besoin d'une certaine horloge de numérisation. Cette horloge de numérisation, je vous ai dit, la qualité de l'horloge, pardon, pas la qualité, mais la périodicité de la fréquence de numérisation va conditionner la vitesse, la fréquence des signaux qu'on peut voir. Mais il y a un deuxième problème, c'est qu'il faut que ce soit juste, que ce soit stable. Donc on s'en fout de savoir si c'est la bonne fréquence. Vous pouvez mettre des systèmes rubidium, machin, GPS, machin, en fait ça n'a aucune importance, vous allez voir. Ce qui compte, c'est que la période soit stable. Si la période est instable, vous allez avoir apparaître des phénomènes bizarres. Ces phénomènes bizarres sont les suivants. Je me suis amusé, donc les chiffres qui sont là, c'est des simulations que j'ai fait pour illustrer. Donc sur la figure de gauche et sur la figure de droite, c'est exactement le même signal. Simplement, j'ai mis des erreurs dans l'horloge de numérisation. Donc dans l'horloge, je vais trop vite. Dans la figure de gauche, ce qu'on voit, c'est un pic avec un bruit en bas. Donc il y a le signal et 65 dB au-dessus du bruit. Et là, ce que je me suis amusé à faire, c'est à générer une erreur de 5 microsecondes sur une horloge à 100 kHz. C'est énorme, hein. C'est vraiment une erreur gigantesque. Donc en gros, mon horloge, elle tombe pas au bon endroit. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le pic, au lieu de tomber pile poil à la bonne, toujours à la même intervalle, il va arriver un peu en avance ou un peu en retard. Il est jamais au bon moment. Trop tôt, trop tard, trop tôt, trop tard. Et il bouge de 5 microsecondes. Ça fait ce qui est à gauche. Donc, vous me dire, ouais, bon, ok. Maintenant, si j'améliore l'horloge, je passe de 65 dB de rapport signal sur bruit à 92. J'ai gagné 30 dB. Et j'ai rien fait, hein, c'est le même circuit. Hein. C'est simplement l'horloge de numérisation. Donc, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit, il faut beaucoup de bits. Ouais. C'est important, mais si en plus vous avez beaucoup de bits mais que vous avez une horloge de numérisation qui est pourrie, donc c'est quoi une horloge de numérisation pourrie? C'est un quartz de mauvaise qualité. Donc là je suis en train de vous dire que les clés RTL à 20 balles, le quartz il est mauvais, l'ADC il est pas terrible, ça veut pas dire qu'il faut les jeter, c'est-à-dire que ça marche très bien pour des signaux forts. Parce que la seule différence entre les deux, c'est que le signal fort je le vois, le signal faible là à gauche il est noyé dans le bruit. Et le bruit il n'existe pas, le bruit, c'est du bruit d'horloge. C'est un bruit généré par l'échantillonnage. Donc la qualité de la circuiterie d'horloge va avoir une incidence énorme sur la capacité à voir les signaux faibles. Donc vous pouvez à la limite avoir un ADC avec peu de bits, mais s'il a une horloge très bonne, c'est mieux qu'un truc avec beaucoup de bits et une horloge pourrie. Alors ça, donc faut bien regarder la qualité des quartz qui sont dans les circuits. D'accord? La différence elle est flagrante, vous avez 30 dB d'écart. 30 dB sur une antenne en HF, faut les trouver. Hein. À moins de s'appeler TDF, on n'a pas tous des antennes qui ont 30 dB de gain. Enfin en HF ou en VHF, hein, c'est pareil. Ok. Donc souvenez-vous de ça, c'est que c'est quand même significatif. Alors, je vais faire un petit... Avant de faire la pause, café, avant de faire une première pause, je vais vous inviter à réfléchir sur un truc. Je prends un exemple. Une petite réflexion. On dit, j'ai une pièce, j'ai deux côtés, pile ou face. Si je lance une pièce, j'ai une chance sur deux. D'accord? C'est le bon sens. Je la lance pile ou face. D'accord. Donc la probabilité, c'est 1,5. J'ai une chance sur deux. Combien de fois il faut que je fasse l'expérience pour le prouver? C'est-à-dire, je lance la pièce, une première fois, je dis face, face. Ça marche. J'ai du bol. Ça se vérifie. Je le fais une deuxième fois. Qu'est-ce que je vais trouver? Vous ne savez pas. Je le fais une troisième fois, vous n'en savez rien. Si je le fais 10 fois et que je compte le nombre de fois où j'ai eu pile ou j'ai eu face, vous allez voir que c'est pas 50-50. Mince. Pourtant, j'ai toujours une chance sur deux. Ok? Il y a un petit truc là qui est vachement important. La probabilité que ce soit une sur deux, c'est si j'attends très longtemps. Si je le fais une infinité de fois. Ok? Je peux prendre un autre exemple. Si je vous dis en moyenne, ça c'est un bon exemple, hein, en moyenne, en hiver il fait froid, en été il fait chaud. Vous avez vu l'hiver qu'on a eu cette année. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire de l'année prochaine? Rien. En moyenne, oui. La moyenne, c'est sur un temps très long. Ok? Bon, c'est quoi le rapport? Il y en a un quand même, heureusement. Il y en a un. Alors là, excusez, là, je vais vous demander de faire un petit effort de réflexion, mais vous allez voir que c'est une incidence énorme. En fait, il y a beaucoup de trucs qui reposent sur cette idée-là. Ça marche. Donc si mon expérience, c'est-à-dire que là l'expérience c'est le jeté de pièces.
Elle est gaussienne, au sens de la courbe de Gauss. Vous avez entendu parler de cette courbe, ou la probabilité de Gauss, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est une courbe qui a une tête bien particulière. Si je connais la probabilité de mon truc, si je maîtrise les conditions de mon expérience, c'est-à-dire qu'il y a un modèle théorique derrière, je ne vais pas détailler, on en aurait pour la journée. Et ben en fait, en ayant tiré quelques valeurs, je peux en déduire quelle est la bonne, vraie valeur que j'aurais si j'étais infiniment patient. Je m'explique. Là j'étais un peu vite. Je m'explique. Si j'ai une expérience dont je sais que la probabilité est gaussienne, c'est cette là. Okay, alors, l'expérience, c'est quoi? C'est un très bon exemple que vous connaissez tous, les sondages politiques. Je choisis un échantillon représentatif de population, 1000 personnes, et j'en déduis les résultats des sondages aux élections. Pourquoi ça marche? Alors c'est faux, hein. J'ai pris cet exemple-là, c'est volontaire. Pourquoi ça marche? Un peu. Mais c'est pas complètement faux. Pourquoi est-ce qu'avec 1000 personnes, j'arrive à avoir quelque chose qui est représentatif d'une population de plusieurs millions? Parce qu'il y a on fait l'hypothèse qu'il y a une certaine distribution statistique du vote. De la même façon, la répartition entre les hommes et les femmes, d'accord? On vous dit la moyenne pour un homme comme moi, grand et maigre, qui a un certain âge, une certaine taille, mon poids normal devrait être quelques kilos de moins. Ça sort d'où ça? Ça sort du fait qu'il y a un modèle statistique qui dit la moyenne pour tel âge, telle taille, c'est ça. D'accord? Donc finalement, je vais chez le médecin. Le médecin, il n'a pas vu 4 milliards de personnes. Mais il sait quel devrait être mon poids. Il le sait parce qu'il a un modèle mathématique qui lui dit voilà la distribution du poids pour cet âge-là. Okay? Donc c'est la courbe qui est rouge. Donc l'idée, c'est que si ce truc-là, si je connais le modèle, si je le connais, ça sous-entend que j'ai fait les études qu'il fallait avant, pas moi, hein, mais au sens des études statistiques, en ayant fait quelques mesures, donc les points bleus, je sais retrouver le point vert. Pourquoi? Parce qu'en fait, je connais la courbe. D'accord? Je peux prendre un autre exemple, la fameuse règle de 3 ou les histoires à la noix. Vous partez de Paris, vous venez à Mulhouse, vous roulez à 100 km/h sur l'autoroute. Au bout d'une heure, vous savez dire quelle distance vous avez fait. Le fameux problème des trains qui se croisent ou des baignoires qui fuient, vous faites une règle de 3. Parce que vous faites l'hypothèse que la progression est linéaire. D'accord? Donc implicitement, vous avez un modèle dans votre tête et vous appliquez une formule. Ben là, c'est la même chose. Si vous connaissez la distribution, la probabilité d'apparition, en ayant fait quelques mesures, vous allez retrouver le point vert. Ok? Ok, bon, d'accord, c'est sympa. C'est quoi le rapport avec le beefsteak? Ben, il y en a un. C'est notre histoire de numérisation, tout à l'heure. Je vous ai dit, si mon convertisseur analogique numérique, il n'a pas beaucoup de bits, il a fait une mesure qui est fausse. En fait, elle n'est pas précise. En fait, c'est pas grave. La valeur que je vais mesurer, c'est les points bleus. Si je connais mon convertisseur analogique numérique, sa façon de travailler, je peux retrouver le point vert qui est la mesure exacte. Donc finalement, si mon convertisseur analogique numérique est pas précis, c'est pas grave. Je vais quand même arriver, sous réserve qu'il soit bien fait, entre guillemets, que ce soit un bon convertisseur analogique numérique, trouver la valeur idéale, la vraie valeur. Donc je vais faire plein de mesures qui vont être fausses, mais qui vont être les mesures bleues. Et grâce aux mesures bleues, il y a une ruse qui me permet de trouver la mesure verte. Ok? Ça s'appelle le suréchantillonnage. Donc, j'y viens. Ça veut dire que mes mesures qui étaient faites sur 2 bits, si j'en fais plein, je vais avoir des erreurs. Mais grâce à la distribution statistique, je vais retrouver la même valeur que si j'avais fait une mesure avec un convertisseur de 1 million de bits. Si je suis très patient. Hein, c'est la fameuse idée que je suis... je vérifie ce que j'ai écrit là. Voilà. Donc, l'idée, c'est de dire que finalement, si je suréchantillonne, grâce à un calcul magique qui est basé sur la distribution, enfin magique au sens basé sur la probabilité de mon système, enfin la caractéristique de mon système, en suréchantillonnant, je vais taper toujours à côté, mais globalement, je vais arriver à la bonne mesure. Je peux prendre un exemple. Si je vous demande de mesurer la température avec 5 chiffres après la virgule, en ayant un thermomètre qui n'a qu'un seul chiffre après la virgule, eh bien, c'est pas possible. Donc je réexplique autrement. Mon thermomètre, il affiche 14,1 ou 15,0. Okay, mais moi, ce que je veux, c'est la mesure de la température avec 5 chiffres. Comment je fais? Je fais plein de mesures et je moyenne. Ok? Donc je fais... Alors, combien il faudrait que j'en fasse? Il y a un calcul magique, mais c'est beaucoup. Donc si je note toutes les valeurs que j'ai faites, je vais trouver 15, 15,1, 14,7, etc. Il bouge le thermomètre, parce que la vraie valeur, c'est pas celle-là, elle est entre deux chiffres. Hein, c'est de la même façon que vous voyez sur votre voiture, il affiche 14, 15, 14, 15, 14, 15. Si vous êtes patient et que vous comptez le nombre de fois où il affiche 14, le nombre de fois où il affiche 15, vous pouvez trouver la vraie valeur.
En fait, il faut faire une moyenne. Et c'est la bonne mesure. Okay, donc le suréchantillonnage, c'est la même idée. Vous allez numériser très vite et calculer la vraie valeur. Et vous allez comme ça reconstruire les bits manquants. Pardon, excusez-moi. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir, en suréchantillonnant, faire comme si mon convertisseur d'analyse numérique avait une résolution très bonne. Donc vous avez des récepteurs SDR qui fonctionnent comme ça, où vous suréchantillonnez le signal de façon très importante, avec un convertisseur d'analyse numérique pas terrible, mais comme on a beaucoup de valeurs, on va pouvoir retrouver la bonne valeur en faisant un petit calcul qui va être une moyenne, en gros, hein, qui va permettre de retrouver comme si j'avais une très bonne mesure. Donc, pour résumer un petit peu, avant la pause café qui est la réponse 4, juste un petit exercice. Donc on veut faire un exercice, on veut faire un récepteur SDR qui marche sur la bande 20 mètres. Pardon. Donc il va numériser entre 14,000 et 14,3 MHz. La question à 2,50 francs, c'est quelle est la fréquence d'échantillonnage? Alors, il y a plusieurs façons d'aborder le problème. La première, c'est je suis bête et méchant, j'applique Nyquist, fréquence max 14 mégas 350. Bon, je vous passe le 2, hein, c'est pas grave. On va dire, faut que je numérise à 28 MHz. Ça marche. OK. Réponse numéro 2. En fait, la bande, c'est de 14 à 14 350, donc c'est 350 kHz. Donc, je numérise à 2 fois la bande, c'est-à-dire 700. Réponse numéro 3, 350. Les trois réponses sont bonnes. La petite différence entre les trois, je vais en parler tout à l'heure, c'est que ça n'a pas du tout le même coût. C'est-à-dire que les trois donnent la même chose, vous pouvez le faire de trois façons différentes. Le Hanan, c'est réponse 1. C'est pas dire que c'est un mauvais choix, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Le Apache Labs, c'est la réponse 1. Le RTLSDR, c'est la réponse 3. Et c'est pas parce que le RTLSDR est moins cher qu'il fait 3. Hein. C'est juste que les trois approches sont bonnes, mais elles ne donnent pas les mêmes résultats. Implicitement, par rapport à ce que je viens de dire avant, la réponse 1, je vais suréchantillonner plein pot. Donc en fait, le résultat que je vais avoir, il va être bien meilleur que la réponse 3. Accessoirement. D'accord ? C'est un peu rapide, hein, mais je vais en reparler après. Mais c'est pour vous faire le lien entre ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Là, les trois réponses sont justes. Combien il faudrait faire le calcul, mais ça se traduit par ça en fait. Ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire ça. Le rapport signal sur bruit. Directement, en gros, là, dans l'exemple qui est là, non, pardon, excusez-moi, c'est pas celui-là, pardon, je me suis trompé de planche. J'ai pas mes lunettes, du coup je vois plus rien. Oui. Alors, les trois réponses. La première, c'est de dire je prends le double de la fréquence maximum, c'est-à-dire 28,7 MHz de fréquence d'échantillonnage. La deuxième réponse, c'est de dire j'ai une bande de 350 kHz, donc je numérise à 2 fois la bande, donc je numérise 700 kHz. La troisième réponse, c'est je ne mesure que la bande, 350. Vous allez voir que dans les architectures, il y a les trois réponses. Les trois sont justes. Mais c'est pas le même hardware derrière. Et les trois donnent mathématiquement, entre guillemets, j'ai assez d'informations. Ce qu'il faut voir, c'est que de 14 à 14,3, il y a 350 kg. Et pas 14 mégas de bande. Donc finalement, j'ai pas besoin si je numérise à 28,7, j'ai pas besoin de tout. Mais ça a un intérêt d'en avoir plus. Je voulais juste revenir sur la question qu'on a. En fait, la suréchantillonnage, la règle, c'est qu'on gagne. Alors, il faudrait que je fasse le calcul, mais c'est. On va gagner facilement 15 à 20 dB, en gros, en suréchantillonnant comme c'est là. Ce qui est quand même pas négligeable. Alors, sous réserve que l'horloge soit de bonne qualité, évidemment. Si on est suréchantillonné avec une horloge pourrie, ça sert à rien. Mais dans le Apache Labs, a priori, c'est une horloge d'assez bonne qualité, si je dis pas de bêtises. Je crois. C'est aussi, c'est ce qui explique. Tout ça, c'est ce qui explique aussi les différences de prix. Il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de secret. Donc, juste, voilà. Avant de faire la petite pause. Donc, je disais, toutes les réponses sont bonnes, mais ne coûtent pas le même prix. Ils n'ont pas les mêmes conséquences. Donc, la première solution, je peux faire un échantillonnage direct avec un seul convertisseur d'analyse numérique. Donc, si j'ai qu'un seul convertisseur, il faut que je fasse deux mesures. Donc, il faut que j'aille 2 fois plus vite. Donc, je numérise à 28,7 avec un seul ADC. Ça, c'est la réponse Apache Lab Hanan. Elle est bonne. La deuxième réponse, c'est je échantillonne avec 2 convertisseurs, puisqu'il me faut 2 mesures. Donc, j'en mets 2. Mais je numérise toute la bande. Donc, je suis à 14 mégas 3, mais avec 2 convertisseurs. Donc, dans le premier cas, j'ai un convertisseur qui va très vite.
Dans le deuxième cas, j'ai deux convertisseurs qui vont moitié moins vite. Ok. La troisième solution, c'est j'utilise un oscillateur local qui me ramène les 14.3, enfin qui me transpose le 14 à 0, et je numérise la fréquence intermédiaire avec un seul ADC. Et la dernière, c'est je numérise avec un OL, enfin je transpose avec un OL, et je numérise IQ, 2 ADC. Donc j'ai toutes les façons de faire, ça marche. Ok ? Mais l'architecture du circuit qu'il y a derrière, l'électronique n'est pas la même. Donc pourquoi j'ai commencé par la partie mathématique, entre guillemets, c'est pour que vous compreniez, quand on va rentrer dans le détail des composants de l'architecture électronique, vous compreniez qu'en fait, toutes les approches marchent. Mais vous allez voir que ça a des incidences sur le nombre d'échantillons qu'on traite. Évidemment, entre traiter 28 millions d'échantillons par seconde ou 350 000, l'électronique n'a pas les mêmes, c'est pas le même débit derrière. Hein. Donc ce qui se passe dans la carte électronique, ça ne tourne pas à la même vitesse. D'accord ? Donc ça va avoir une incidence. Donc juste pour finir sur les ADC, donc en clair, vous avez bien compris que c'est évidemment le point critique. C'est-à-dire qu'un bon ADC ou un mauvais ADC, si on a numérisé un signal de façon pourrie, malheureusement, on aura du mal derrière à pouvoir en faire, même avec des très bons algorithmes de calcul, pas de chance, c'est foutu. On a fait une mauvaise mesure au départ, la donnée est perdue, on ne peut pas la reconstituer. Donc le point critique, c'est qu'il faut la partie échantillonnage est quand même quelque chose d'important, et qu'il y a un compromis à trouver entre la résolution, la fréquence d'échantillonnage, le nombre de bits. Et donc c'est suivant les choix de compromis qui vont être faits que les différentes architectures et les différents prix vont se trouver. Donc il n'y a pas de secret. Un truc qui vaut $20 ne peut pas faire la même chose que quelque chose qui en vaut 5000. Ça c'est certain. Il n'y a pas de secret, mais la différence elle est dans la stratégie qui a été choisie par le designer pour proposer des approches différentes à ce problème. Je vous propose de faire un break. Et moi je vais avoir besoin de boire un coup. Je vous propose 5 minutes maximum. Donc, pour continuer, donc je vous ai parlé de théorie pour commencer. Mince. Pardon. On va discuter maintenant de comment ça se traduit concrètement sur les logiciels et les matériels. Alors, je vous ai parlé de signaux complexes. Je vais encore faire 3 formules. Et après, j'arrête. Je suis promis, j'arrête. Promis, j'arrête. Je vous ai parlé de la partie réelle, de la partie imaginaire, de nos deux mesures, nos fameuses valeurs bleues et nos valeurs rouges. Donc maintenant, ce dont je vais vous parler, c'est comment on traite, à quoi servent ces mesures et qu'est-ce qu'on en fait. Donc, si je fais un petit triangle en haut, le triangle rectangle, où j'ai la valeur I qui est en bas, là-bas, le côté qui est en bas, la valeur Q qui est à gauche. Okay. J'ai donc deux trucs que je peux en déduire, c'est l'angle et A qui est la longueur du côté. D'accord ? Pythagore dit A au carré, c'est égal à I carré plus Q carré. Ouh là là, ça c'est des souvenirs de 3e ou de 4e, je sais plus, de maths. Ok ? C'est de la géométrie, Pythagore. Donc la longueur A, c'est la racine carrée de I carré plus Q carré. Puisque A au carré égale I carré plus Q carré. D'accord ? Et l'angle alpha, c'est l'arc tangente de Q sur I, puisque... Enfin, je passe. Bref. Vous vous souvenez peut-être de ça ? Ok, bon. À quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à faire de l'AM et de l'AFM. AM, c'est l'amplitude du signal. Donc l'AM, c'est la variation de la longueur de A au cours du temps. Donc je prends mes échantillons, je calcule I carré plus Q carré, je prends la racine carrée, j'ai de l'audio, c'est de l'AM. C'est magique. Si je prends l'angle, la phase, donc l'arc tangente de Q sur I, j'ai la variation de la phase, j'ai de l'AFM. Ok ? Oui, non, vous êtes perdu. Vous allez voir. Donc en gros, mon récepteur SDR, quand je dis je vais écouter de la M, il prend bêtement la valeur rouge, la valeur bleue, il fait les carrés, il fait la racine carrée, et il vous le balance dans le haut-parleur, vous avez de la M. Vous appuyez sur FM, il calcule l'angle, et il vous le balance dans le haut-parleur, et vous avez de l'audio, c'est de la FM. C'est magique. Et la BLU, etc. D'accord ? C'est tout bêtement des calculs tout simples. Donc, quand dans votre soft SDR, donc là j'ai pris un exemple en bas à gauche où il y a des boutons de modulation, AM, FM, SSB, machin, tout ça. En fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il change juste la formule qu'il applique. D'accord ? Donc quand vous appuyez sur AM ou FM, là j'ai représenté avec... donc en entrée, vous avez les valeurs de tout à l'heure. Et on va appliquer la formule magique différente, donc le sous-programme de calcul qui va bien, pour aller extraire l'information et la convertir en signal audio. Donc finalement, si vous voulez
démoduler de la M, ben vous allez charger le programme qui fait de la M. Si vous voulez démoduler de la FM, vous allez charger le programme qui fait de la FM. Mais c'est le même soft. OK? Donc, sur un logiciel SDR, là c'est un exemple d'HDSDR, vous avez tout un tas de trucs compliqués dans tous les sens. Maintenant, je vais raccrocher les wagons pour vous montrer ces différents trucs-là d'où ils viennent. D'accord? Donc en haut, vous avez le waterfall, le spectre, et puis des zooms différents, des VFO, des machins, des trucs. Ça vous parle, vous avez déjà vu. Bon, tous les logiciels se ressemblent. Hein. Là, j'ai pris l'exemple d'HDSDR. J'aurais pu prendre SDR Sharp, j'aurais pu prendre X, Y ou Z, c'est pareil. Il y a toujours les mêmes éléments, ils ne sont pas disposés pareil, mais c'est le même principe. Donc, la première chose, c'est le spectre. Ben, le spectre, c'est une transformation temporelle en fréquentiel, transformée de Fourier. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça... Le spectre, c'est tout bêtement, j'applique la FFT, je fais un calcul de FFT, donc j'ai mon signal, j'utilise la transformée de Fourier, c'est un algorithme calcul, je fais mes formules magiques, et ça me fait un spectre. Et donc j'ai un beau spectre. Super. Ce que vous voyez sur le IC 7300 ou n'importe lequel, la partie haute, c'est la transformée de Fourier du signal d'entrée. D'accord? Le waterfall, c'est juste des spectres qu'on empile les uns sur les autres. Donc c'est toujours le même calcul. Transformée de Fourier, qui va passer du signal temporel en signal fréquentiel. Dans un analyseur de spectre, vous avez quelque chose qui fait des calculs, qui fait des transformées de Fourier. D'accord? Bon, je passe, hein, là, pour l'instant, je vais revenir après sur... Donc, finalement, qu'est-ce que fait le récepteur? Vous avez la clé en haut à gauche qui envoie un flux de valeurs IQ, donc c'est des séries numériques. Ces séries numériques, le logiciel prend des blocs, pour chaque bloc, il vient calculer la transformée de Fourier, et il vous affiche le spectre et le waterfall. Ok? Donc c'est tout bête, il fait juste un calcul. Il n'y a rien de magique là-dedans, il a toujours la même recette. La longueur de la fenêtre bleue va conditionner le nombre de valeurs qu'on prend, et donc la résolution, je reviens à mon problème d'échantillonnage de tout à l'heure, plus vous prenez de points, plus vous allez avoir une résolution fréquentielle précise. Donc si vous prenez une FFT avec très très grande, vous allez avoir une résolution très fine du spectre, mais implicitement, et je vais y venir, le volume de calcul ne va pas être le même. Ok? Donc ce fameux algorithme de transformée de Fourier qui est sympa, donc il fait des calculs. Alors c'est juste pour expliquer un petit peu. Dans les logiciels, majoritairement, les choix que vous avez, c'est 512 points, 1024, 2048, 4096, des valeurs bizarres. Alors c'est pas des valeurs bizarres, c'est des puissances de 2. Et en fait, c'est des puissances de 2 parce que l'algorithme de transformer rapide, FFT, ça veut dire Fast Fourier Transform. Pourquoi elle est fast? Parce qu'elle est optimisée pour des calculs sur des séries qui contiennent un nombre puissance de 2 chiffres. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, pour qu'on rentre dans le détail, on suppose que je prends une clé SDR, une clé RTL SDR où j'échantillonne à 2 MHz, d'accord? Donc j'ai 2 millions d'échantillons par seconde, et je veux calculer des spectres en prenant une résolution de 1024 points. Donc d'après cet algorithme de transformée de Fourier, pour calculer sur 1024 points, il me faut 10 240 multiplications. Ouais, jusque-là, vous me dites, oui, ok, c'est certes. Et alors? Je suis d'accord avec vous. Je passe de 1024 à 4096 points. Il me faut 57 344 multiplications. Ouais, ok, c'est pas grave, j'ai un super Pentium, un ordinateur tout neuf, vachement puissant, que j'ai acheté très cher, un Core i7 super, je m'en fous. Oui, vous avez raison, mais on va y venir, vous allez voir. Vous allez avoir tort de vous en foutre dans pas longtemps. Donc si maintenant, donc toujours avec la même idée, si je prends 1024 points, ça me donne une résolution fréquentielle de 2 MHz divisé par 1024, c'est-à-dire 2 kHz en gros. Donc dans mon spectre, entre deux stations, donc si je veux écouter la télégraphie, voir sur le spectre de la télégraphie, je suis coincé, parce que 2 kHz, il y a plein de QSO de télégraphie ou de FT8, je ne les vois pas. Donc il faut que je mette plus de points dans ma FFT pour arriver à les séparer. D'accord? Donc si je prends 4096 points, ma résolution, donc le nombre de Hertz qui sépare chaque petit trait, c'est 488 Hertz. C'est mieux, mais c'est pas encore assez. Donc on voit qu'il va falloir que j'aille plus loin. D'accord? Donc, pardon, excusez-moi. Donc là, ce que je détaille pas, j'ai été trop vite, pardon. Ce que je détaille pas, hein, c'est que 57 000 multiplications, on voit que si on voulait avoir une résolution de 10 Hz, par exemple, donc il faudrait que je prenne une FFT de, je sais pas, 16 000 points ou 32 000 points, enfin 32 768, je vais me retrouver avec un nombre d'opérations qui est énorme, qu'il faut que je fasse en temps réel parce que j'ai 2 millions d'échantillons par seconde qui arrivent, et donc mon PC, il passe son temps à calculer le waterfall, et il fait rien d'autre. Et vous regardez la charge CPU, c'est 100% au taquet. Donc si vous prenez un ordinateur qui est de mauvaise qualité, enfin qui est pas assez rapide, vous achetez, donc le truc qu'il faut surtout pas faire, c'est se dire le SDR vaut 20 balles, je m'en fous, de toute façon j'ai un PC qui vaut 20 balles aussi.
et je mets un vieux portable que j'ai récupéré, qu'on m'a redonné. Non, non, non. Plus le spectre, plus vous voulez voir large bande, plus il faut un PC puissant. Ça n'a rien à voir avec la qualité du SDR. Pour arriver à traiter les informations assez vite, le nombre de calculs qu'il faut faire, il est énorme. Il est énorme. Donc vous allez vous retrouver avec votre PC, il est complètement saturé. Du coup, c'est saccadé, vous perdez du son, ça ne marche plus. Donc la priorité, c'est un PC de course. Donc ça coûte. Donc vous pouvez mettre un SDR à 20 balles, mais pas un PC à 20 balles. Sinon, ça ne marche pas. Je continue. Donc là, j'ai le waterfall. Maintenant, dans un récepteur normal, j'ai un VFO et je vais choisir une portion du spectre. Donc là, je veux isoler une station. Donc dans un récepteur normal, j'ai un VFO, un mixeur, et puis derrière des filtres passe-bande. Un filtre à quartz à l'époque. D'accord ? Donc un filtre très sélectif. Donc un filtre très sélectif, c'est un nombre d'étages LC très long. Il y en a plein. Vous connaissez le truc. Plus il y a d'étages, plus les pans du filtre sont raides. Donc dans l'exemple qui est à gauche, moi ce que je veux, c'est un filtre carré. Super bien fait. Filtre carré, ça veut dire implicitement, si vous deviez le faire avec des circuits passifs, un nombre d'étages très grand. Alors je ne me suis pas embêté, hein, j'ai mis L8, C8, mais en pratique il en faudrait plusieurs centaines. D'accord ? Donc vous allez vous retrouver avec plein de quartz. Vous savez le truc, plus il y a de quartz, plus c'est sélectif. Excusez-moi. Le calcul qu'on va faire ici, ça va être de faire un calcul équivalent à ça, qui va venir faire un filtrage, qui va faire un filtre carré. L'intérêt du système SDR, c'est qu'il va pouvoir générer, il va faire ça par calcul, et il va pouvoir générer la forme du filtre qu'on veut. J'ai enlevé les planches parce que ça ne tenait pas dans le temps, c'est pour ça que je regardais si elle y était sur le slide d'après. C'est qu'en fait, pour avoir un filtre très carré, il faut beaucoup de coefficients, et donc le calcul devient très lourd. Donc en gros, si vous voulez un truc très large bande, avec des filtres très étroits, bien carrés, bien taillés, type filtre à quartz, il vous faut vraiment un PC très puissant. Donc même si vous avez un SDR de mauvaise qualité, n'hésitez pas, ne négligez jamais le prix que vous mettez dans l'ordinateur qui va avec. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de secret, hein. Le récepteur peut ne pas coûter cher, mais l'ensemble du système va quand même coûter de l'argent, malheureusement. Alors, ce filtrage, juste pour vous expliquer comment ça fonctionne, c'est une FIR. Donc je vous prends un exemple de filtrage. C'est une moyenne glissante. Donc je prends... Comment on fait ? J'ai mes valeurs d'entrée, l'échantillon 1, l'échantillon 2, 3, 4, 5 jusqu'à n. Si je prends par exemple une moyenne glissante, c'est-à-dire je prends 3 échantillons et je divise par 3, je fais une moyenne. Okay ? Pourquoi je dis qu'elle est glissante ? Parce que je décale au fur et à mesure du temps. J'obtiens, donc j'ai la courbe bleue qui est les échantillons que j'ai mesurés à l'entrée, et la courbe rouge qui représente les résultats du truc. Ça, c'est un filtrage passe-bas. D'accord ? Oui, ok, soit. Et pour faire cette opération, à chaque fois, j'ai fait, donc pour faire sur 3 valeurs, j'ai fait 2 additions et une multiplication, qui est en fait une division. J'ai multiplié par un tiers. D'accord ? Ok, c'est bien. Donc combien de coefficients il faut ? Donc si j'ai un filtre de 2 mégas, si j'ai 2 mégas de bande à l'entrée, ok, et que je veux écouter 3 kHz, exemple un QSO en BLU. D'après une petite simulation que j'ai faite, pour avoir la forme du filtre qui est là, il me faut 5000 coefficients. Ok ? Donc, si je reviens sur le calcul qui est là, il va me falloir faire 5000 fois 2 additions, plus 5000 multiplications. Ça commence à devenir lourd. D'accord ? Et plus la transformée de Fourier pour afficher le spectre. Ok ? Donc, ce qui va se passer, c'est que très vite, si j'ai pas un ordinateur qui est capable de faire ça assez vite, ben, il y a un moment donné où ça coince. Ok ? Donc je vais prendre un exemple. Si j'ai 2 millions d'échantillons par seconde, j'ai donc, IQ, j'ai donc 4 millions de valeurs à traiter, puisque j'ai 2 échantillons à chaque fois. 2 millions d'échantillons par seconde, IQ x 2, 4 millions de valeurs. Si je veux multiplier ça par un filtre qui fait 5000 coefficients, donc 5000 étages RLC, ça me fait 20,2 milliards de multiplications par seconde. Ouille. Alors juste pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 20 gigaflops, c'est supérieur à ce que c'est faire un Core i7. C'est embêtant. Hein. Donc un PC très récent, c'est pas le faire. Donc ça marche pas. Or, vous avez tous des récepteurs, ça marche même dans un Raspberry Pi ou dans un téléphone. Donc il y a un truc. Donc l'algo de base, c'est pas ça qu'on fait. Ok ? Mais vous voyez bien que donc pour obtenir 50 dB de réjection, avec 2 mégas de bande, je me retrouve avec 20 milliards d'opérations par seconde à faire. Et j'ai même pas fait de waterfall. Hein. J'ai juste fait un filtrage. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est un peu bébête de filtrer mes 2 mégas en une fois
parce que c'est pas optimal. Je pourrais m'amuser à dire en fait je le fais par étages successifs. C'est-à-dire je fais un premier filtrage qui va me permettre de réduire un peu. Je passe pas directement de 2 mégas à 3 kg, je passe de 2 mégas à 1 méga. Donc j'ai fait une première division par 2, je fais un premier filtrage, puis un deuxième filtrage qui va de 1 méga à 500 kHz, puis un deuxième filtrage qui va de 500 kg à 250, et à chaque fois j'ai jeté des échantillons, et donc à la fin, je me retrouve avec un nombre de calculs qui est beaucoup plus faible. Je ne vais pas détailler, mais là, donc en gros, soit vous êtes bête et méchant, vous utilisez un logiciel qui est mal fait, enfin qui est mal fait, j'exagère quand je dis ça, mais qui est simple, et donc il faut un ordinateur de course, soit vous utilisez des logiciels qui ont été bien pensés, et là vous ne pouvez pas le savoir en le regardant comme ça, hein, c'est pas écrit, il faut regarder un peu la doc et comprendre un peu comment c'est foutu, mais donc la notion de décimation, donc tout à l'heure je vous ai parlé de suréchantillonnage dans les ADC pour améliorer la résolution, et bien là c'est un peu la même idée, c'est qu'on va trouver des astuces pour réduire la charge de calcul, parce que sinon on n'y arrive pas. L'approche naïve, simple, bête et méchante ne fonctionne pas directement. Donc comment ça marche? En fait on prend au lieu de faire un filtrage qui passe de 2 mégas à 3 kg, on prend un premier filtre qui passe de 2 mégas à 1 méga. D'accord? Donc comme j'ai divisé la bande par 2, j'ai besoin que de la moitié des échantillons, donc j'en vire la moitié. Donc j'en ai plus de 2 millions, mais j'en ai plus qu'1 million. Et je recommence, et je cascade. Et donc en fait, j'ai toujours le même nombre de calculs, sauf qu'au lieu d'appliquer mes 5000 coefficients à toutes les valeurs du début, je le fais à chaque fois sur la moitié, puis la moitié, puis la moitié, puis la moitié, puis la moitié. Et donc j'en ai de moins en moins, et donc ça marche. Donc ça suppose que le logiciel soit un peu rusé. Et donc ça permet de le faire dans un temps raisonnable. Je ne vais pas détailler, mais ce que je suis en train de vous montrer là, c'est que même si les principes de calcul sont simples, il y a beaucoup d'astuces dans la façon de le faire et que ça ne s'improvise pas. Je continue. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a raconté dans le logiciel SDR? Je vais aller assez vite parce que l'idée c'est quand même aussi de parler du matériel. C'est que finalement, on a le signal qui rentre, on fait des transformés de Fourier pour faire des spectres, d'accord? De ces spectres, donc ça affiche le waterfall, premier plein de calculs qui sont faits. Les données qui rentrent, on les envoie dans un machin qui va choisir des formules pour faire la démodulation. Donc j'ai pris l'exemple de la M, racine carrée de I carré plus Q carré, c'est de l'audio. La FM, arc tangent de I sur Q. J'ai pas parlé de la BLU parce que c'est un peu plus compliqué, mais c'est du même ordre. Il y a une formule magique. Donc votre logiciel SDR, ce qu'il fait, c'est rien de plus que des opérations en temps réel sur les chiffres pour faire de l'affichage et de la démodulation. Ok? Je vérifie l'heure pour ne pas être dans les choux. Chouchou, ça va. Donc, je vous ai parlé un petit peu de l'aspect logiciel. Je vais parler du matériel. Donc, je vous ai dit, il y a plein de façons de faire pour l'échantillonnage. Donc, la première astuce, la plus simple, celle qu'il y a dans la majorité des récepteurs, c'est un récepteur à conversion directe. Si vous avez fait des bidouilles en réception, le récepteur à conversion directe, il est magique parce qu'il est facile à faire. Donc en gros, comment ça fonctionne? Je ne vais pas détailler trop. L'idée, c'est qu'on a un oscillateur local qui va faire un mélange, donc qui est sur la fréquence qu'on veut écouter, en gros, hein, à peu près, on vient mélanger. Mais si vous vous souvenez de l'idée de dire j'ai deux ADC, donc je fais un oscillateur local, j'ai deux branches, et j'ai la voie I, la voie Q, là-haut, qui vous permettent d'avoir deux ADC pour numériser les deux voies. Alors, l'exemple, c'est ce fameux truc-là, je vais vite, la fameuse clé RTL SDR. Il y a deux convertisseurs ADC avec un récepteur à conversion numérique. Un récepteur à échantillonnage direct. C'est comme ça que c'est fait. Vous avez dans le tuner, qui est le premier, qui est la photo là, qui est juste après l'entrée de l'antenne, le tuner en haut à gauche. Celui-là, il a dedans un VFO, deux mélangeurs et deux convertisseurs. Enfin, pardon, deux mélangeurs. Et le chip qui est après, le RTL 2832, lui, il fait la conversion analogique numérique et l'USB. Donc dans les clés RTL SDR, vous avez deux chips. Le premier, c'est le tuner, récepteur à conversion directe. Le deuxième, c'est la conversion analogique numérique et l'USB. Okay, et ça va dans l'ordinateur. Et donc ce qui transite sur le câble USB, c'est les valeurs IEQ qui sont envoyées en continu. Ok. Voilà, donc ça c'est le schéma complet d'une clé RTL SDR. Il y en a pour 20 €, hein, donc il n'y a pas grand chose dedans. C'est fait pour. Et ce truc-là, donc c'est tout bêtement les deux chips qui font la réception complète. Je continue. Le problème de la conversion directe, vous le connaissez sans doute, c'est que c'est très sensible. Enfin, il faut le VFO, on le retrouve. Donc, si vous avez déjà vu dans les récepteurs à SDR, vous avez un pic au milieu. Dans certains. C'est typiquement l'oscillateur local qui pisse, comme on dit vulgairement dedans. Et ce que vous retrouvez, c'est l'oscillateur local que vous voyez au milieu, qui est mal isolé. Je vais aller assez vite. Deuxième approche, donc là j'ai deux ADC. Deuxième approche, c'est un seul convertisseur analogique numérique. Vous vous souvenez tout à l'heure, je dis je numérise une fois, mais super vite.
Bah ça c'est typiquement, j'ai un ADC qui vient numériser le signal et je le traite dans le PC. Je continue. Donc évidemment des fois on met un étage de transposition devant. Donc je mets un oscillateur local qui va servir juste à changer la fréquence. Je numérise le signal et je le traite sur le PC. Ok ? J'avance un peu. Pour passer un peu de temps sur la problématique de l'USB. Oui. La problématique de l'USB, c'est que les données qui sont sur mon récepteur SDR, je les transfère, il faut bien que je les envoie dans l'ordinateur. Donc il me faut un câble. Il y a plein de façons de faire, par le réseau, par la carte audio ou par un câble USB. La difficulté, c'est qu'il faut que ça passe assez vite. Si j'échantillonne à 2 millions d'échantillons par seconde, il faut que tout transite par le câble. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est les débits sur les bus USB standards. Donc le bus USB 2, c'est 480 000 millions de B, c'est des bits. C'est pas des bytes, c'est pas des octets, c'est des bits. Donc il faut diviser par 10, ça fait plus de 48 mégaoctets par seconde. Donc sur l'USB 2, c'est en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 10 mégas pas plus. Donc si vous prenez un récepteur AirSpy, par exemple, qui envoie 10 mégas de bande, ou un SDR Play avec 10 mégas de bande, quand vous le branchez sur un port USB 2, vous saturez le bus USB 2. Il est plein, complètement. Donc si sur le même hub, vous rajoutez en plus une souris, vous rajoutez un disque dur externe, voilà, c'est fini, ça passe plus. C'est mort. Ça marche pas. Vous avez pris 100% du débit USB juste en mettant le récepteur, donc il n'y a plus rien qui marche. Si vous prenez de l'USB 3, ça va un peu plus vite, mais c'est en fait maximum 150 MHz de bande. Bon, il n'y a aucun récepteur SDR amateur qui fait 150 MHz de bande. Mais c'est pour vous donner l'ordre d'idée. Le problème, c'est que, ok, ça transite, mais après, il va falloir les avaler dans le PC, les données. Il va falloir les calculer assez vite. Donc déjà, le truc qu'il faut retenir, c'est que faites attention sur l'ordinateur, il faut que le bus USB soit de très bonne qualité. Si vous avez un PC de mauvaise qualité, avec un bus USB de mauvaise qualité, ça ne marche pas. Et c'est pas la faute c'est juste la faute du contrôleur USB qui n'arrive pas à avaler les données. Je vais parler un petit peu des logiciels avant d'aller très vite sur le matériel. Le seul logiciel qui sait faire émission et réception, c'est un français, donc j'en parle. C'est SDR Angel de F4 et XB, qui est gratuit, qui est open source. SDR Angel, fait par F4 Echo X-Ray Bravo. Celui-là, il est vraiment très bien fait. Il marche sous Windows et sous Linux. Et il fait émission et réception si vous avez des SDR qui font l'émission. Et il marche avec quasiment tout ce qui existe. Il a fait un super boulot. Alors, je vais venir sur le matériel. Je vais aller assez vite parce que je pense que vous allez vite comprendre sur quoi je veux en venir. Je vais vous parler de quelques matériels pour votre liste de courses. Donc, les exemples, c'est le AirSpy. Ce qu'il faut que vous essayez de regarder quand vous achetez du matériel SDR, c'est en fait le dessin qui est en bas à gauche, l'architecture. Celui-ci, sur un AirSpy, il n'y a qu'un seul convertisseur analogique numérique. Il n'y en a qu'un. Alors, entre nous, en aparté, si vous mettez 2 convertisseurs analogiques numériques, est-ce qu'il en vaut mieux 2 ou un seul? Vous en pensez quoi? Ça peut, mais si supposez que vous ayez le choix entre mettre 2 de 16 bits ou 1 de 16 bits, quel est votre choix? Vous en mettez 2 de 16 bits? Non, vous en mettez un seul. Pourquoi? Exactement, parce que la probabilité que les deux soient identiques, elle est 0. Donc s'ils sont différents, l'ordinateur derrière, quand il fait les calculs, croit... Enfin, lui, il ne sait pas comment c'est mesuré. Donc il fait l'hypothèse que la voie réelle et la voie imagée I et Q sont identiques, proviennent de la même source. Or, ils sont différents parce que physiquement, la probabilité que 2 composants soient rigoureusement identiques, elle est nulle. Donc vous allez voir apparaître des bizarreries qui sont la conséquence du fait que les 2 ADC sont différents. Donc privilégier les solutions, il n'y en a qu'un. Un seul, c'est mieux. Mais le problème, c'est que si on en avait qu'un, il faut qu'il aille 2 fois plus vite. C'est pour ça que généralement on en met 2. Parce que le prix d'une convertisseur analogique numérique, il est proportionnel à la vitesse. Plus il va vite, plus il coûte cher. Donc le choix, c'est de mettre 2 pas chers plutôt qu'un cher. C'est ce qu'il y a dans les clés RTL, SDR. Donc le AirSpy, un convertisseur, et puis dedans, un circuit de... En fait, c'est un récepteur super hétérodyne avec un convertisseur unique derrière. D'accord? Donc c'est pas mal, mais si vous transmettez 10 mégas de bande, il faut un super bus USB. Juste un détail sur le AirSpy 1, qui se vend plus beaucoup d'ailleurs. La prise USB est fragile. Moi je me suis fait avoir, elle s'est arrachée plusieurs fois, il a fallu la ressouder, et c'est pas la joie. Les SDR Play, celui-ci il a 2 convertisseurs. Donc c'est exactement la même architecture que sur les RTL SDR. Les RSP1, RSP2, RSP2 Pro.
Mais par contre, l'ADC, c'est du 12 bits. Alors que sur le RTL SDR, c'est du 7 et quelques. Donc la dynamique, vous avez gagné, si vous rajoutez 4 bits, vous gagnez 24 dB de dynamique, accessoirement. C'est pas négligeable. Ok. Alors, évidemment, on peut pas ne pas en parler. La famille HPSDR, alors il y en a plein, hein, c'est la Apache Labs, en fait, à l'origine, c'est un projet open source. Ils sont pas donnés, mais au niveau de l'approche, très honnêtement, au niveau de l'architecture, du design, c'est un des plus aboutis. Par contre, c'est pas du matériel low cost, faut être clair. C'est-à-dire que c'est 100 fois plus cher qu'un RTL SDR. Mais enfin, après, moi j'en ai pas, hein, je l'ai pas acheté, mais je regarde de près comment c'est fait, c'est bien conçu au niveau architecture. Alors sachez que vous pouvez l'acheter tout fait, vous pouvez l'acheter sous forme de kit, mais bon, sous forme de kit, faut savoir souder des CMS. Donc c'est pas évident. Il y a ces solutions-là, de chez Flex Radio. C'est les premiers à avoir fait des logiciels SDR, en fait, c'est enfin, grand public, on va dire. Par contre, c'est prix américain. Apache, c'est indien, non? Indien, c'est une société indienne qui les fabrique à partir d'un design d'un schéma qui est open source, qui est libre. Donc le prix de la main d'œuvre, c'est le prix indien. Donc c'est des prix raisonnables, très bonne qualité, mais des prix indiens. Et là, c'est design américain, main d'œuvre américaine. Donc c'est pas le même prix. Je dis pas que ça marche mieux ou moins bien. Moi, j'ai pas essayé. Ok. Juste pour rire et pour faire plaisir à un de mes bons amis, Evariste F5 OEO, vous avez la solution de l'émetteur SDR à 0 € ou presque, qui consiste à utiliser un logiciel qu'il a fait, qui permet de brancher une antenne directement sur un Raspberry Pi. Et ça marche. En fait, ça permet de faire de l'émission en télévision, en SSB, en FM, en tout ce que vous voulez. Faites pas un DX, vous ferez pas de DX avec ça. Hein. En revanche, pour les radioclubs qui veulent initier les gens à de la SDR, c'est la solution la moins chère. Il suffit de brancher. Soit vous êtes propre et vous mettez un filtre, soit vous vous en foutez, vous mettez directement l'antenne sur le port d'entrée-sortie. Ça marche super bien, c'est redoutable. Et c'est fun, hein. Parce que vous faites, juste pour l'anecdote, hein, vous avez dans votre radioclub des jeunes qui savent bricoler avec les Raspberry Pi, mais qui connaissent pas la radio. Avec ça, vous pouvez leur montrer qu'ils peuvent s'écouter dans leur poste FM, et généralement, ça les amuse. Alors, juste en mettant un bout de fil. Et là, on peut commencer à discuter de comment ça marche. Ça peut être un moyen d'embrayer sur la technique. Ok, le HackRF, qui fait émission-réception de 1 à 6 gigas. Alors le défaut de celui-là, c'est que honnêtement, en réception, il est pas très sensible. Il accroche qualité moyenne. C'est sympa, c'est bien comme appareil de mesure, mais pour faire de la radio, enfin appareil de mesure, appareil de labo, je veux dire, pour débugger, pour tester un poste, mais pour trafiquer, c'est pas adapté. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes avec. Celui-ci, Blade RF, donc j'ai mis le prix, c'est un ordre de grandeur, hein, ça vaut $420 la version de base aux États-Unis. Celui-ci, c'est émission-réception jusqu'à 3 gigabits. Par contre, le problème, c'est qu'il commence à 240 mégas. Donc il n'y a pas la 2 mètres, il n'y a pas la HF. Ils vendent un convertisseur HF, mais ça commence à coûter cher. Pas mal, moi j'aime bien. Je vais vite parce que les planches, vous les retrouverez, elles sont disponibles sur le site du congrès. Vous pourrez télécharger l'ensemble des planches après. Le site du congrès du REF, sur le site du congrès. Vous les aurez dessus directement. Le Lime SDR, que peut-être vous avez entendu parler, qui est un super truc avec 2 voix, machin, tout ça, qui est super au niveau matériel. En revanche, le soft qu'ils ont fait, c'est une ânerie. Le soft qui est fait, il est inutilisable. Enfin, franchement, c'est bâclé. Par contre, si vous utilisez le logiciel de F4XB, il supporte ce logiciel, cette clé-là, ce récepteur. Mais le soft, bref. Ça, ils ont fait un super matériel radio, mais ils ont été trop vite à faire le logiciel, et donc la doc, elle est incompréhensible. Enfin, c'est une catastrophe. C'est pas grave. J'ai presque terminé. Le Softrock, si vous connaissez peut-être, émission-réception, vendu en kit. Ça émet 2 watts, 3 watts, ça marche en HF et en HF. C'est très simple à faire. Moi, j'en ai monté pas mal. Softrock. Et ça marche vachement bien. Et ça, vous branchez ça sur un PC et vous pouvez faire émission et réception.
C'est pas mal. Bon, par contre, c'est pas large bande, c'est pas tout ça, mais bon, faire du QRP en portable, c'est bien. C'est rigolo. Juste une petite blague en passant. Donc le IC 7300 que vous connaissez tous, qui est le récepteur SDR le moins cher du commerce, émetteur récepteur SDR de chez ICOM, le moins cher du commerce. Juste pour blaguer, quand vous regardez le circuit imprimé, vous cherchez les selfs. Ne c'est pas qu'une blague, hein. Je ne plaisante pas quand je dis ça. La qualité d'un récepteur, c'est aussi sa sélectivité. Il faut un minimum de filtres avant la numérisation, sinon c'est trop tard. Donc, donc là, il n'y en a pas, donc voilà. Bon, j'ai pas dit qu'il marchait pas, hein, je dis juste pardon. Je dis juste que bon, voilà. Donc juste pour expliquer comment il fonctionne, au niveau architecture, il est bien conçu. Il y a un seul ADC. Tout le traitement est fait dans un FPGA. Donc un FPGA, c'est un réseau logique programmable. Ça veut dire que c'est pas du logiciel que vous téléchargez et que vous pouvez exécuter sur l'ordinateur, mais c'est du logiciel qui vient configurer une puce. Donc tout est fait, c'est comme dans le Apache, sauf que là, ça va jusqu'à la démodulation et il fait tout dans le FPGA. Le gros inconvénient, c'est que programmer ça, c'est réservé à des gens qui savent faire, il y en a pas beaucoup. Ah oui, bien sûr. Le 7300, c'est un truc clé en main, c'est un transceiver. Ils font de la pub en disant que c'est un SDR, mais c'est un transceiver. Veut dire, c'est un SDR, oui et non. L'architecture interne est faite selon les principes des radios logiciels, mais toi, si tu veux changer le récepteur qui est dedans, tu peux pas le faire. Tu peux pas, voilà. Donc c'est un récepteur comme les autres. Oui, mais par contre, il est user-friendly, comme on dit. Il y a des boutons. Voilà. Je vais passer là-dessus. Comme il reste peu de temps, je voulais juste faire un petit mot de fin. Vous remercier déjà pour votre attention. Donc premièrement, l'ensemble des slides sera disponible sur le site du congrès. La deuxième idée, c'est qu'on est en train d'essayer, et c'est une initiative de plusieurs OM et de plusieurs radioclubs, de bâtir un fonds documentaire SDR à disposition de tout le monde, gratuit. Alors pourquoi ? Je ne sais pas parce que Don, ici présent, est dans la salle. C'est juste pour vous expliquer. L'idée, c'est qu'on a un problème de sensibilisation des jeunes dans les radioclubs, d'attirer des jeunes au hobby. La radio logicielle, c'est un des moyens, enfin moi je pense, ma conviction, c'est que c'est un des moyens d'attirer les gens qui font de la technique ou qui font de l'informatique à faire de la radio. C'est pas le seul, hein, mais c'est un des moyens. La difficulté, c'est que nous, radio amateurs, on n'est pas toujours très à l'aise avec ça. Parce que c'est nouveau, parce que c'est pas forcément en rapport avec ce qu'on a appris à l'école. Donc on se sent un peu perdu. Donc on a une difficulté, c'est qu'à la fois c'est un sujet qui nous intéresse, on aimerait aider les gens qui viennent et leur montrer quelque chose, mais on ne connaît pas. Et c'est jamais agréable de se faire poser une question sur un truc qu'on ne comprend pas. On n'est pas à l'aise. Donc on préfère ne pas en parler. Donc avec plusieurs OM, on a décidé de bâtir un ensemble de supports techniques, plus ou moins aboutis, plus ou moins compliqués. Et donc quand on m'a proposé de faire la conférence ici, j'ai demandé à ce que le contenu, la vidéo, enfin pas la vidéo, mais le commentaire que je suis en train de faire en ce moment, avec les planches sous forme de vidéo, soit téléchargeable. Donc l'idée, c'est qu'à l'issue de cette conférence, si vous souhaitez les réutiliser pour vous, c'est vraiment l'idée, hein, c'est le but, vous pourrez trouver sur le site du congrès la vidéo, les planches, avec le commentaire, qui vaut ce qu'il vaut, hein, j'ai pas prétention d'être le meilleur commentateur du monde, mais ça peut vous aider si vous voulez après refaire des choses localement, chez vous, pour pouvoir les rediffuser. Et on est en train de réfléchir, de pouvoir mettre l'ensemble de... Donc j'ai pas encore la réponse sur comment on va le faire, mais l'idée c'est d'avoir un site web qui rassemble différentes présentations techniques plus ou moins poussées, pour que tout le monde puisse taper dedans et les utiliser comme il le souhaite. Libre de droit. Ok ? C'est dans l'idée de pouvoir attirer des gens. Voilà, c'est une initiative. Donc il y a pas de. Donc je suis à votre disposition. Vous allez. J'ai mis mon site. C'est pas pour que vous alliez chercher les planches. C'est plus pour me contacter. Si vous avez besoin de ça pour le réutiliser pour vous, n'hésitez pas. Si vous souhaitez que je vienne faire des présentations dans votre radio club sur la radio logicielle, je le ferai avec plaisir. J'en ai fait dans pas mal. Simplement, il faut qu'on s'organise pour que ça coûte le moins cher possible en déplacement. F4 GKR. Et l'idée, c'est que je peux faire, on l'a fait F8 KCF, on l'a fait sur une journée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un truc théorique le matin, et l'après-midi, on a fait des démos, et on a fait des ateliers sur la SDR. C'est une formule qui a attiré beaucoup de monde, et pas que des OM. Et même largement au-delà des OM.
Et je pense que c'est un truc qu'il faut faire. Maintenant, moi, je peux pas être tout seul, je peux pas être dans toute la France. J'ai autre chose à faire aussi. J'ai une famille. Donc l'idée, c'est qu'on essaye de trouver un mode opératoire où chacun peut collecter un peu d'infos et réutiliser les présentations pour l'utiliser à sa sauce. Donc moi, je suis là pour ça. Je suis prêt à vous aider. Si vous avez une initiative à monter régionalement dans vos radioclubs pour présenter quelque chose, je vous fournis tout ce qu'il faut. Enfin, ce que je peux vous fournir, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, je t'en prie. Le duo de LH, Oui. tout ça, vous le situez où ? Un bon milieu de gamme. Un bon milieu de gamme. Un bon milieu de gamme. Oui. Oui. Il n'y a pas de truc. Un bon milieu de gamme, C'est-à-dire que pour le rapport qualité-prix, c'est pas mal. oui, non, mais enfin, au niveau performance, où vous le situez, quand vous dites milieu de gamme, C'est-à-dire que c'est bien meilleur que les trucs bas de gamme. Non, je déconne. Je sais pas de réponse que je te fais, excuse-moi. Oui, mais attends, on va être clair. Je vais pas dire du mal des matériels qui sont vendus sur les stands ici. C'est une question de. Et puis je suis pas là pour ça. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux, par rapport à. Alors, si je peux prendre un exemple, par rapport à une solution, c'est ça que je cherchais. Attends, je vais y arriver dessus. C'est un peu meilleur que ça. Ça vaut entre 100 et 200 euros. Les SDR Play, c'est meilleur que ça. Par contre, il faut faire attention au PC qu'on met derrière, encore une fois. quand vous dites derrière, c'est Toute la partie informatique, ne négligez jamais la qualité de l'ordinateur que vous mettez pour faire du SDR. pour avoir un échantillonnage. Ouais. Surtout pour que ça arrive à suivre. Sinon, tu peux être déçu de la qualité de ton truc en disant ouais, j'ai acheté un truc à 300 euros, ça marche pas. Non, c'est juste l'ordinateur qui est pas assez rapide. Tu le mets sur un autre PC. Si sur un autre PC, tu as toujours la même chose, tu peux considérer qu'effectivement, il y a un problème. Mais il faut vraiment faire le test. Il faut commencer par remettre en doute son ordinateur, souvent. C'est souvent l'ordinateur qui marche mal, et pas le récepteur. Oui, je t'en prie. Ah, oui. Alors, il y a le Softrock. Alors, il y a deux grosses différences. Le Softrock, la première différence la plus importante, c'est un kit. Do it yourself, c'est un kit. La deuxième différence, c'est qu'il n'y a pas de convertisseur analogique numérique dedans. On utilise la carte son du PC. C'est très important. Alors ça a un avantage et un inconvénient. C'est un avantage, c'est que vous avez des cartes son que vous ne trouvez pas chères, qui sont des cartes son hi-fi, de très très bonne qualité, et qui ont 24 bits, et pas 8. 24 bits, ça veut dire qu'en HF, vous allez entendre des trucs qui sont impossibles à recevoir avec un récepteur normal. Même avec un récepteur analogique de bonne qualité, accessoirement. Par contre, les cartes audio du commerce, c'est 96 kHz ou 192 kHz de bande. Donc en HF, sur une bande 20 mètres, vous allez voir, vous n'arriverez pas à voir toute la bande à la fois. Vous n'aurez pas un affichage panoramique qui couvre l'intégralité de la bande. Vous verrez que 100 kg ou 200 kg maximum. Bon. Il fait aussi émission. Il sort 2 watts. C'est pas beaucoup de watts, mais en QRP avec une bonne antenne, ça marche. Donc ce truc-là, il vaut moins cher que ça maintenant. Hein. Vous pouvez le trouver tout fait en kit, enfin soit en kit assemblé, émission plus réception. Il y a les logiciels qui sont fournis avec, tout est gratuit, il y a tous les plans, les notices de montage. Il est un peu. Alors en fait là la photo est mal choisie, c'est que derrière il y a quand même 2 ou 3 CMS. Donc à poser, faut avoir un peu le coup de main. Mais ils le vendent monté, ils le vendent pré-monté. Et la particularité, donc, c'est que la conversion analogique numérique se fait par la carte son de l'ordinateur. C'est un super truc. Voilà. Pas d'autres questions, pas d'autres. Oui, je t'en prie. Ouais. C'est juste que j'ai pas le temps. Non, objectivement. Non, le problème, c'est que en 1h30, enfin moi j'ai fait le pari de démystifier plus que d'expliquer les matériels. C'est l'angle sous lequel j'ai préféré le présenter. Oui, le CNSDR marche très bien aussi. Oui. Ouais. Je vais pas tout présenter. Je suis désolé. C'est pour ça que je voulais pas dire du mal de l'un ou de l'autre parce que c'est partial. Au sens où, si on voulait parler des matériels en eux-mêmes, il faudrait faire que ça, et ça prendrait 1 heure. Il y a beaucoup d'offres. Donc là, donc je n'en ai pas parlé. C'est un choix. Je me suis limité aux trucs les plus connus. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs. Voilà. Je crois que j'ai. Pas d'autres questions ? Oui.
Alors, pour ceux qui sont en USB 2, marchent sur l'USB 3 sans problème. Si. Tous les... alors, LimeSDR, BladeR, tous ceux qui sont large bande sont USB 3. Sinon, ça passe pas. Ça, c'est USB 3. En fait, tu vois que tu peux numériser, tu as 28 mégas de bande. Donc 28 mégas de bande, ça passe pas dans un USB 2. USB 2, c'est 10 max. Voilà, je crois que faut que j'arrête là, sinon le suivant, on va pas être content. Merci.